Yo 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 les potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comment ça va Capette? Bah écoute, franchement, santé au top, il s'est passé énormément de choses. On va changer un petit peu la structure de cette émission et il y a beaucoup de choses à vous raconter. Donc on va essayer, Léo, de peut-être mieux structurer notre pensée, nos propos, histoire de pouvoir enchaîner et leur donner vraiment le best-of. Si vous nous écoutez sur YouTube, c'est le moment de s'abonner. On est bientôt aux 15 000 abonnés. Ce serait bien d'ici peu de temps. Voilà, objectif 20 000 abonnés, peut-être pour la fin d'année, si on est vraiment très chaud. Et toi, comment ça s'est passé ta semaine? Bah écoute, les prix montent, donc forcément du bonheur contagieux quoi. Enfin, je suis naturellement J'aime. heureux quand les prix montent quoi. C'est assez impressionnant de voir à quel point mon mood peut changer drastiquement en fonction de conditions de marché. On est bien Donc d'accord. je sais pas, tu vois, je vais voir des amis, le prix monte, je suis de bonne humeur, tu vois, je suis enthousiaste, je suis généreux. On essaye d'aider son prochain, on essaye d'être gentil, d'être bienveillant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de nombreux soucis disparaissent, ou en tout cas C'est tu les clair. vois moins, C'est donc clair. c'est assez magnifique et très content de voir tous les gens sur le live, soit sur Twitter, donc X, soit sur YouTube, sur Twitch, ça fait extrêmement plaisir. Yo à ceux qui arrivent, yo à Billy Hunter, yo à Castiel, ME, Monkey D. Luffy, Olga Fio, Wistam, Zik, Rob, enfin toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vois aussi qu'il y a pas mal de gens qui rejoignent sur X, sur Twitter, donc ça fait plaisir. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait Oui, vraiment la différence dans l'algo, c'est etc. En tout important. cas, si vous voulez soutenir la chaîne et ce qu'on fait, ça fait la diff. Du coup, cette semaine, on commence par la partie technique, mais je me suis dit Ouais. que ça pourrait être bien de parler un petit peu de ce qui se passe sur le marché, d'avoir un petit peu aussi les feedbacks des gens, etc. Toi, t'as fait des choses particulières cette semaine? Est-ce que tu t'es Alors, activé ou est-ce que tu regardes? j'ai pas pris de trade. Je regarde mes meme coins où tu sais, j'y étais allé très 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 mollo et j'ai bien fait. J'ai bien fait. J'ai pas misé sur les bons choix. En fait, j'ai pas misé sur les bacs de Mourad. Tu vois. Ok. J'aurais peut-être dû. Rien de. En fait, je suis break-even, mais si tu veux, pendant la semaine, ça allait beaucoup plus haut et ça a refondu direct. Donc, faut bien choisir ses bons pions. Mis à part ça, j'ai regardé beaucoup de choses. Franchement, ça a bougé. J'ai aussi passé plus de temps sur les écrans à bouffer de la crypto, on va pas se mentir. Et on voit que la tendance, c'est un renouveau des jetons de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'écosystèmes qui lancent leur layer 2, soit WorldCoin, soit Ape avec la Ape Chain dont on va parler. On a l'Unichain dont on a parlé aussi. Tout le monde se met à faire ça et c'est un moyen simple de pouvoir donner de l'utilité aux jetons, d'une part. Je sais pas ce que tu lis, mais ça a l'air pas mal. Non, Et mais d'autre c'est part, ce que tu dis qui me fait sourire. Parce que ça, enfin, la narrative, c'est quoi? Enfin, c'est la suite logique de pas mal de choses d'un point de vue vision, ouais. d'un point de vue écosystème, Ethereum, etc. Mais ça donne un peu le sentiment que, bon, avoir une gouvernance, une DAO et un token pour la gérer, bon, c'est pas ce qui fait bander les gens. Est-ce qu'on n'utiliserait pas notre jeton comme un gas token sur une nouvelle chaîne qu'on crée Ouais. en espérant qu'elle soit utile et intéressante? euh, donc ça, c'est la partie pessimiste, ou en tout cas très sceptique. Et l'autre partie, c'est si on suit la vision d'Ethereum, est-ce qu'on n'est pas amené à avoir des... Enfin, en tout cas, si on suit la vision du Cosmos SDK, de Ethereum, etc. Est-ce qu'on n'est pas amené à avoir plus de L2, d'avoir plus de AppChain pour éviter de Et, congestionner le L1 et de faire aussi des choses un petit peu plus sur mesure par rapport à nos besoins, quoi. Et surtout, d'un point de vue réglementation, ça peut peut-être changer beaucoup de choses aussi. Moi, je le vois surtout de cet angle-là. C'est-à-dire que, historiquement, on a vu, tu vois, Ripple qui ont lancé le XRP Ledger, qui est la chaîne décentralisée de Ripple. On a, comment ça s'appelle, pardon, je perds déjà mes mots en début d'émission, c'est pas terrible. Oui, pardon, la BNB Chain aussi qui s'est faite, tu vois, pour donner plus d'utilité au BNB et surtout faire passer la pilule au régulateur. Regardez, nous, on n'a pas fait une security, on n'était pas là juste pour lever des fonds. Nous, à la fin, on va dans le sens de la décentralisation aussi. Et du coup, avoir cette possibilité-là de faire plus de choses, comme dit YDX qui est devenu décentralisé, bah, ça leur Ouais. permet peut-être de proposer plus de features pour les utilisateurs et de débloquer pas mal de choses. Et ça envoie un signal au marché qui est positif, je pense. Et je pense que surtout, lorsque tu veux faire ton truc, tu as envie d'avoir un truc un peu sur mesure. Je pense que c'est ce qu'on avait vu avec DYDX. Au final, dans un registre Mm. complètement différent, enfin, techniquement, c'est ce que Hyperliquid a fait aussi. Et puis, la notion de, c'est quoi, de super chain avec le P-Stack, c'est aussi assez intéressant. Ça rejoint ce dont je parlais en vidéo. En interview avec Polygon, ils parlaient de leur Hag Layer, donc leur couche Ouais. limitée qui est partagée pour toutes les personnes qui build avec leur stack. Là, c'est la même chose ici, aussi avec le P-Stack. Peut-être des choses intéressantes qui vont se débloquer. Et moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir Vitalik
nous pondre, être beaucoup plus actif. En fait, je sais pas si il montre plus de choses publiquement ou est-ce qu'il fait plus, mais je sens que Vitalik est très impliqué en ce moment, qui partage beaucoup plus ce qu'il fait publiquement et qui nous régale en fait de son savoir, de ses connaissances Ouais. et je trouve que ça reste quand même très abordable. Très compréhensible. Si vous avez des bases, vous êtes un peu impliqué dans l'écosystème. Évidemment, vous n'allez pas tout comprendre, mais moi, je ne comprends pas tout. Aussi parce qu'il faut le niveau de concentration adéquat. Mais il publie très Ouais. régulièrement des articles de blog sur son blog. Je sais plus, c'est vitalik.eth.limo ou Point K, ouais. enfin, mais en tout cas, il publie des choses très intéressantes et On va en c'est cool parler. de voir actif. Ah oui, c'est vitalik.eth.limo, tout à fait. On va en parler effectivement. En gros, il synthétise sa pensée d'une part et il explique d'autre part dans quelle direction va Ethereum, mais surtout il montre, regardez, si c'est lent, c'est pas pour le plaisir d'être lent et de vous casser la tête, c'est qu'en fait, c'est pas on appuie sur un bouton et on scale plus et c'est magique. À chaque fois, c'est un arbitrage à faire et il exprime extrêmement bien son arbitrage. En fait, tu vois, par exemple, dire bah, il dit clairement, moi, j'aimerais que ce soit plus 32 Ethers, mais potentiellement un seul Ether pour devenir un solo staker d'Ether. Mais du coup, ça ferait beaucoup plus de validateurs d'un coup, et potentiellement, ça crée d'autres problèmes au niveau de la chaîne. Donc, on peut pas faire ça tout de suite en claquant des doigts, il explique. Donc, c'est pas évident, mais c'est hyper intéressant, et on refera le point là-dessus tout à l'heure. C'est vrai. Et du coup, de votre côté, vous faites quoi en ce moment sur le marché? Est-ce que vous êtes relativement actif? Est-ce que vous achetez des choses particulières, etc. Alors, on nous dit, Capet, avec ton micro. Est-ce que le micro de Capet est trop C'est fort, pas assez trop fort? Juste fort, pas assez, ouais. dites-le, comme ça, on ajuste le tir, il n'y a aucun souci. Avant, c'était pas assez fort, donc je l'ai mis plus fort pour que C'est ça aille avec infernal. Pixo. Non, il est très bien, parfait, ok, bon, tu vois, ça sature. Ah, il y a toujours cette histoire, ok, ça je peux le régler. Des gens qui disent on se place sur les C'est meme bon. coins, d'autres qui disent j'attends patiemment que Sol Moon, ça long casse pas, max bidding long, ETH le boss, all-in plus charbon que y a que ça de vrai. On revend le plus 100% de ApeCoin. J'avoue que sur ApeCoin, avec l'AppChain, etc., enfin l'ApeChain, c'est en train de Ouais. pas mal bouger. Et ils ont. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, enfin, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus de manière complète après, mais Oui. pour le coup, ce que font Ape, enfin Bored Ape et tout ce qu'il y a autour, Yuga Labs, quoi, du côté de la ApeChain, c'est pas mal. En tout cas, ce qu'ils ont lancé et semble assez étoffé, c'est-à-dire qu'ils sont pas arrivés avec une chaîne et genre il y a rien dessus. Là pour le coup il y a déjà plein d'apps, il y a une sorte de dashboard avec un spotlight de tous les apps qui sont dispo, etc. Et je sais pas à quel point les gens revalorisent le fait qu'ils aient leur propre chain ou à la fois qu'ils revalorisent peut-être le potentiel de certaines apps sur la chain pour genre peut-être des gènes ou des mimes ou enfin j'en ai aucune idée. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant et après on l'a vu directement sur le prix. Après, est-ce que c'est un bon prix pour acheter? Je ne vous le dirai pas. Surtout quand on est à plus 80% sur la journée, je pense Même qu'il plus va falloir se 100%, calmer. ouais. Donc, Ouais. mais en tout cas, assez cool. Quelqu'un qui dit, je suis rentré sur DYDX cette nuit avec Assure. Beau changement de tendance. Sur DYDX, ça se réveille aussi. On va en parler. Ouais, ça serait cool d'en parler, effectivement, je suis curieux. Mais ouais, la ApeChain, c'est assez violent. Et franchement, j'ai la haine, mais c'est de ma faute. Je veux dire exactement ce qui s'est passé, frérot. À 23h et quelques, mon collègue Ponzi du Trône me dit ouais, ça bouge, Ape et des jetons gaming. Il me donne des noms, tu vois, il y avait Sandbox, etc. Je dis ouais, c'est plutôt les jetons Metaverse qui bougent. Mais tu sais, je calcule pas. Ape. À 2h du mat', à moitié endormi, à regarder ma TL Twitter, je vois des gens parler d'ApeChain. Je dis, comment ça, ApeChain? Ils ont lancé une chain? Et je vois, ils lancent une chain. Ok. Et là, je me dis, putain, ouais, à mon avis, le Ape, c'est un gas token, mais j'étais trop fatigué, tu vois. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien en acheter. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et je vais sur Bravos, qui est un DEX, mais sur Starknet. Et en fait, je me rends compte d'un truc, et s'il y a des gens qui sont très impliqués sur Starknet, des développeurs, etc., qui m'écoutent, ça c'est pour vous. Il n'y a pas de choix en fait. Il y a que dalle. Et moi j'avais la flemme de bridge. Tu vois, j'avais la flemme de faire vas-y je bridge de machin pour Mais être t'as pas sur des trucs Ether, sur des acheter des. bridges ou des choses comme ça? Parce qu'en vrai, moi, j'utilise des bridges pas mal. Je sais qu'il y a plein de trucs qui sont bien. Hein. Moi, c'est juste la solution de confort des bridges parce que j'ai formé l'airdrop et que j'ai Ouais. terminé à être plus actif avec ça. Mais franchement, ça fonctionne plutôt bien. Donc, tu vois, moi, je passe plus du tout par les trucs natifs. Je passe par des sortes d'agrégateurs de bridge, enfin, de trucs qui te permettent de swap. Enfin, il y a un système un peu de market maker où en gros, toi, tu fais une demande pour, en gros, tu dis, je sais pas, j'ai des Ethers sur Stark. Tu vas avoir des Ethers sur Arbitrum. Peut-être que les Ethers vont pas forcément être bridgés,
mais en soi, il y a quelqu'un qui est en face sur la chaîne Starknet et est capable de te racheter tes Ethers, en tout cas de prendre tes Ethers pour derrière te les redonner sur un Ethereum ou autre chose, tu vois. Donc En c'est fait, plutôt bien j'étais fait. sur mon téléphone et j'étais pas en place. En Ouais. fait, tu vois, là, c'est bon, on a Jupiter maintenant, l'application mobile pour Solana, c'est une folie. Il y a tout. Dès que tu vois un meme coin de con là qui apparaît dans ta TL, tu vas sur Jupiter et tu l'as, tu vois. Et ça, je le veux sur Ether, je le veux sur Starknet. Et pour le moment, il n'y a pas. Donc ceux qui m'écoutent, peut-être des gens de Kakarot, Zk, EVM, voilà votre prochain travail, c'est ramener des jetons EVM et toutes sortes d'autres cochonneries sur Starknet parce que Il c'est n'y aura pas la nécessaire en fait. liquidité pour, je pense. Enfin, le problème, c'est que Starknet, enfin, c'est relativement petit, tu vois, encore. Donc, Mm. obligé d'utiliser le reste, en fait. Donc voilà. Je regarde un peu les messages dans le chat. Tac, 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 tac. Il y a des gens qui disent ça fait flipper cette ambiance bullish. On va bientôt prendre un -20 dans les dents. Bah, je suis d'accord avec le fait que voilà, le marché il s'enflamme et t'as beaucoup de gens qui voilà, s'emballent hein, entre guillemets sur Twitter, etc. Mais en fait, si tu prends du recul, quand ça fait 7 mois et demi que tu consolides et que le prix monte, tu t'attends à ce que les gens n'en parlent pas. T'as des mecs, Ouais. y compris nous, qui sont à temps plein ou qui sont hyper impliqués dans l'écosystème. Forcément, ça pump, on va en parler. Donc, c'est pas parce que des gens sont bullish que genre c'est la fin du monde. D'autant plus que en fait, si tu regardes les classements en termes de téléchargement des apps mobiles sur les Coinbase, les Binance, les Bybit, tous les trucs comme ça, il n'y a pas forcément de réintérêt. Donc moi, ça m'inquiète pas trop. Moi non plus. Surtout quand tu regardes BTC, après voilà, il y a des trucs qui vont péter fort, qui vont retracer. Ça a été le cas de certains meme coins sur lesquels j'ai réussi à faire des beaux profits. J'en suis sorti totalement. Je rentrerai peut-être dans certains trucs, mais j'en suis sorti totalement progressivement sur les 10 derniers jours, je pense, un truc comme ça, 7 derniers jours. Donc, et puis derrière, on a aussi des gros trucs qui s'enflamment comme Doge. Et du coup, les gens se disent si Doge pump, c'est la fin du cycle, ce genre de truc. Mais si vous dézoomez, on est tellement bas sur ces trucs-là. Voilà, forcément, les gens qui hold, ils en parlent, etc. Et Bah, c'est surtout que c'est sûr que c'est pas l'ambiance de 2021, mais on peut pas dire qu'entre septembre, octobre et mars de cette année, on n'a pas eu v'là les pumps. Hein. Franchement, on a pris des gros pumps. On peut pas dire que ça fait 2 ans qu'on se fait cabosser. C'est juste que depuis mars-avril, effectivement, ça chute. Mais là, il y a du réveil sur certains jetons, sur les meme coins, sur certains jetons IA, et là, plus récemment, sur d'autres types de jetons. Donc, on même fera le sur point Ethereum. sous Hein. peu, d'ailleurs. Ouais, Ouais. même sur Ethereum. On peut commencer par ça si tu veux. Je pense, hein, c'est parti. On Je vais enchaîne. partager mon écran. Bam, bam. Voilà. Normalement, vous voyez bien mon écran. Alors, avant de commencer, juste parce que je vais oublier, j'ai sorti une interview sur Caspa sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Je sais pas si on peut mettre le lien dans le chat ou pas, mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. J'ai eu quelqu'un qui est contributeur et ambassadeur de Caspa pour parler de Caspa. D'ailleurs, Caspa qui ont relayé mon travail cette interview, donc ça fait extrêmement plaisir. Et franchement, cette interview, j'ai trouvé très intéressante dans le sens où, vu que j'ai bien fait mes recherches, j'étais aussi en capacité de poser les bonnes questions, même un peu plus techniques aussi, grâce à ton aide, Capet, vu que tu m'as pas mal renseigné sur la partie stockage, décentralisation, c'était très intéressant. Et du coup, c'est pas une interview pour vous dire Caspa, c'est incroyable. L'objectif, c'est vraiment de vous présenter Caspa. Et moi, de mon côté, j'ai essayé d'être assez incisif pour montrer les pour et les contre et les limites du système. Donc voilà, en tout cas, si jamais vous voulez vous renseigner sur Caspa ou savoir ce qui se passe avec quelqu'un qui est contributeur de Caspa, un ambassadeur, pour le coup, vous avez l'occasion de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à Elle est bien checker. la vidéo. Elle est bien la vidéo. Je l'ai regardée ce matin en montant mon petit elfe 200 sur World of Warcraft. Et en gros, j'ai kiffé. En gros, c'est passé comme ça. Je l'ai écouté, j'ai dit, ok, il est cool, mais il est vraiment matrixé. Après, j'ai continué d'écouter, je dis, ok, il est matrixé, je comprends pourquoi et tout, il a des bugs et tout. En fait, c'est un parti pris. Tu vois, c'est un peu comme notre parti pris sur Solana ou d'autres sur Ether, etc. C'est-à-dire que du point de vue des bitcoiners, c'est de la merde parce que voilà, l'État il grossit trop vite et que il y a des petites histoires à la con. Apparemment, les premières transactions de la blockchain sont pas retrouvables, mais comme il y a un modèle UTXO, c'est pas non plus le sbul absolu. Et il y avait des rumeurs comme quoi un des cofondateurs de Caspa a été appelé Satoshi et il a pas publiquement démenti, il a laissé le truc un petit peu baigner dans le Il en a marché joué, parce que quoi. c'est bullish aussi. Donc ça, c'est des trucs, ok. Mais mis à part ça, techniquement, on le sait, c'est bon. Il a reconfirmé à quel point c'était bon. Et j'ai bien aimé son côté. Ça peut paraître prétentieux, mais quand il y a eu une congestion sur le réseau, ça me faisait chier qu'il y ait une congestion en mode oh non, pas nous, tu vois.
Parce qu'il a quand même compris qu'effectivement, il y a cette frustration-là. Et moi, du coup, Kaspa, même s'il n'y avait pas les smart contracts, j'aime bien l'appeler le Solana du Proof of Work en ce moment. Ça va être un peu mon appellation. Et je pense que c'est un truc qu'il faut surveiller. On va pas tout spoil, mais voilà, en tout cas, vous C'est savez vrai qu'il y a un peu que... Non, t'inquiète. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'est dispo sur YouTube pour ceux que ça intéresse, même Capet a kiffé. Donc vraiment, c'est un bon visuel. C'est intéressant. Et puis, tu vois, il est ambassadeur, donc il va pas te dire, ouais, franchement, pas terrible. Tu vois, il est un peu politique. Des fois, tu lui réponds, tu lui poses une question et il répond un peu à côté. Tu vois, je sais pas s'il le fait exprès, mais... Après, j'ai eu ça avec Kondo, j'ai eu ça avec plein de gens que j'ai interviewés, et du coup, moi, ma position, ça va pas être de les mettre genre mal, tu vois, je vais pas les mettre, genre je vais pas être dans l'agression, mais c'est à vous de vous faire votre propre idée et de vous dire, ah bah il a répondu à côté de la question, peut-être que c'est un red flag, peut-être que c'est un élément négatif. Moi, je vais pas être là pour genre le dire dans l'interview, parce que j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise, mais vous, en tant que viewer, vous avez toutes les cartes en main pour vous faire une idée et d'avoir un avis un peu plus construit dans la manière dont ils répondent, etc. Donc, tout ça pour en revenir à BTC, où, eh bien, en fait, on a eu une semaine assez incroyable, hein, parce que si on regarde cette semaine, bah, en fait, au début de la semaine, on était à 63 000 $. Ça commençait à s'exciter. Je vous disais notamment que pour moi, il y avait un vrai potentiel de squeeze si jamais on commençait à dépasser les 65 000 $. Je pense que tu t'en souviens. Et juste derrière, en fait, on a enchaîné. Ce qui nous amène à quelque chose de sympa. Donc, en mensuel, on préserve toujours le niveau mensuel vert ici des 59 000 $. On l'avait retesté parfaitement, donc c'est plutôt cool. On arrive en fin de mois. Si en fin de mois on clôture ici, c'est incroyable. Si on clôture en weekly ici, c'est aussi incroyable. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on avait jusqu'à maintenant, là, on pourrait vraiment se dire on a un changement de dynamique. Donc sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. Et là, cette fois-ci, si on clôture cette semaine, donc dans 6 heures ici, bah là, on a vraiment un renversement bullish dans le sens où tu fais ton low, ton higher low, ton higher high. Et on est extrêmement proche d'ici. D'ailleurs, on pourrait même clôturer au-dessus de ce high ici. Donc, ça ferait qu'on a même un higher high techniquement en clôture au-dessus d'ici. Donc, c'est extrêmement bullish. À mon sens, même la clôture 2 semaines, elle va se faire dans 6 heures. Sincèrement, c'est vraiment sympa. Donc, moi, sur BTC, je suis très bullish, notamment par le fait que on a ce changement de dynamique en weekly. Donc, c'est-à-dire qu'on a pour la première fois une vraie confirmation que, à mon sens, en weekly, on est repassé dans une tendance bullish, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. En mensuel, il y avait RAS. En daily, on avait des signes avant-coureurs dont je vous parlais. Et c'est pour ça que j'étais notamment assez bullish ici pour qu'on on accélère. Mais là, pour moi, on a une vraie confirmation sur une unité de temps qui est assez intéressante, le weekly. Ce qui fait qu'on n'a plus, à mon sens, de différence de biais selon les time frames. C'est-à-dire que j'étais bullish mensuel, j'étais plutôt bullish daily assez tôt, mais en weekly, il me manquait cet élément-là. Là, pour le coup, j'ai toutes les time frames qui se superposent avec un biais bullish. Et ça, je pense qu'on peut le voir aussi d'un point de vue EMA, donc 9 et 18 qui me servent de biais. Donc, en 2 semaines, ce que je vous expliquais, c'est que tant qu'on croisait pas à la baisse ces EMA, j'étais bullish et ça faisait partie du document. Tu te souviens, j'avais fait un document pour vous expliquer un petit peu quelle exposition j'ai sur le marché selon comment on est placé par rapport aux EMA. Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? Est-ce qu'elle est croisée à la baisse, etc., pour réviser potentiellement mon exposition? Là, elles sont croisées à la hausse en 2 semaines, en 1 mois, en 1 semaine. En daily, on les utilise même comme support. En tout cas, elles nous suivent de près. En 4 heures, elles sont aussi tenues. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à dire. C'est bullish. Et je pense que ma vision est aussi bien étoffée en weekly avec ce range qui est assez bien visible. Donc, on a réutilisé la bande basse du range dans lequel on était ici en tant que support, boum, on push. Et donc maintenant, pour moi, l'objectif, c'est la borne haute, et notamment tous ces highs qu'on n'a pas chassés, y compris celui-ci. Si jamais on a un dip, c'est quelque chose qu'on peut voir parce que d'un point de vue typiquement open interest, on est très très haut quand même sur les dérivés. Je pense qu'on peut le voir ici, donc en dessous, ici là. Donc je vais enlever des trucs parce que sinon je vais perdre les gens. Hop, tac, tac, tac. Mais ici, tout en bas, c'est l'open interest exprimé en nombre de coins. Donc là, on a 203 000 BTC d'open interest. On voit qu'on est extrêmement haut, le plus haut de toute cette consolidation, malgré le fait que le prix monte. Donc si on met cet open interest en dollars, on n'a quasiment jamais été aussi haut. Donc c'est pour ça que il faut faire attention. On a beaucoup de positions ouvertes, on a des choses qui sont bullish, mais on peut avoir des retracements assez violents, un peu comme on a eu ici, je dirais, mais même peut-être en un peu plus fort. C'est-à-dire que moi, je suis bullish, je vise toujours plus haut, etc. Mais
typiquement, tu vois, sur ce range ici, on a débordé la bande, enfin le milieu de range, ici autour des 66 000 $. Ça m'étonnerait pas que on puisse avoir un retest assez rapide et peut-être un peu plus profond que prévu autour des 65-66 000 $. Pourquoi? Parce que niveau horizontal, milieu de range, les 38% de retracement de cette hausse ici, donc depuis ce lot, donc ce serait le premier arrêt, un niveau assez intéressant. Et même si on prend l'impulsion un peu plus récente, on a aussi un niveau des 38% ici. Donc tu as un beau niveau horizontal d'un point de vue range, donc le milieu de range. Tu as des retracements Fibo, tu as aussi la précédente trendline qu'on avait ici. Et surtout, on a beaucoup de positions ouvertes sur les produits dérivés. Donc moi, je pense qu'on peut largement faire du openly, mais si jamais on a un truc un peu brutal, assez violent ici, je pense que ça pourrait être assez intéressant à racheter, puisqu'en fait, on viderait le train. Et derrière, ça nous permettrait de push plus haut. Dans tous les cas, moi, d'un point de vue position sur BTC, je n'y touche pas. C'est-à-dire que moi, je suis long en moyenne vers les 59 000 et quelques ici. J'avais commencé à in et j'ai renforcé extrêmement fort ici. Et donc, je patiente. Mais si jamais on a des retracements un peu profonds, etc., à mes yeux, je dis bien à mes yeux, pas de panique. C'est-à-dire que vraiment, ici, si jamais on retestait d'ailleurs le milieu de range, ce serait aussi un retest de la précédente clôture weekly. Donc, on pourrait très bien avoir une sorte de repli ici assez agressif pour liquider plein de longues, pour derrière repartir. En tout cas, c'est un scénario, pour moi, auquel il faut qu'on peut prévoir, ou en tout cas duquel il faut se protéger si jamais vous êtes un peu over bullish, sans SL, etc., et que vous êtes rentré un peu plus récemment. Voilà, c'est un truc à prendre en compte. Dans les autres choses qui me paraissent assez intéressantes d'un point de vue BTC, je pense qu'il faut parler 2 secondes des ETF. Parce que depuis le 11 octobre, on a une injection nette assez gigantesque. Donc le 11, on a injecté 253 millions. Donc c'est la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Donc c'est considérable. Le 14, 550 millions. Le 15, 371, 458, 470, 273. Donc on voit que d'un point de vue inflow, ça accélère. Et on le voit très bien ici, hein, sur ce graphe qui reflète ici, et notamment avec cette courbe verte, le montant total qui a été investi dans les ETF. En faisant la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti, on a une accélération. Et d'ailleurs, cette courbe, elle a toujours été en tendance haussière, malgré la correction, en tout cas la longue consolidation qu'on a. Donc concrètement, quoi qu'on en dise, d'un point de vue institutionnel, ça se positionne très fortement. Et cette longue consolidation, ce grand range, a été juste une opportunité pour les institutionnels de se placer encore plus fort face peut-être à des crypto-natives ou d'autres institutions qui voulaient prendre des profits. Mais en tout cas, d'un point de vue ETF, c'est gigantesque. Tu vois, depuis le début de la consolidation, on était à 8 milliards de dollars. Là, on est à un peu plus de 21 milliards de dollars net d'argent qui est rentré. Et donc ça, c'est juste la courbe de l'argent qui est rentré. Donc on a vraiment beaucoup maintenant de BTC dans les ETF. Donc je pense que ça va soulever encore plus d'interrogations en ce qui concerne du supply qui ne va pas trop bouger, ou du fait que les ETF vont contenir de plus en plus de BTC. Bon, il faut savoir que évidemment, si le prix de BTC monte, ça va être plus difficile pour les institutions de capturer un grand nombre de coins, et donc de se dire voilà, on va prendre une part importante de BTC, puisque plus le prix monte, pour le même montant injecté, ils vont en avoir moins. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Et du coup, pour l'instant, tout va bien du côté de BTC. Je vais regarder mes notes. Du côté de BTC, c'est surtout à ça que je pensais. Moi, il y a un autre coin que vous connaissez peut-être qui m'intéresse, c'est Ethereum. Alors, je ne sais pas du tout si vous en avez entendu parler. C'est d'ailleurs une crypto qui a des ETF, hein, mais qui n'en profite pas du tout. Hein. Si on regarde les ETF de Ethereum, c'est le néant. C'est que des zéros. Sur une grosse journée, c'est 50 millions d'inflow, là où sur BTC, tu as 555 millions, voire plus d'1 milliard. Donc voilà, niveau ETF, il n'y a toujours aucune demande. Mais ça n'empêche que, en weekly, pour moi, je vous expliquais qu'il y avait 2 scénarios qui m'intéressaient. Potentiellement qu'on aille chasser tous ces lots, derrière qu'on racle, et qu'on puisse se positionner après avoir raclé ses stops sur un niveau mensuel des 2000 $, donc ce niveau qui nous a maintenu, qui nous a fait un peu mal pendant le bear market. En tout cas, on est resté tout le bear market sous ce niveau-là. Donc ça, c'était l'option 1. Et l'option 2, c'est qu'on clôture au-dessus des 2650 $ pour derrière faire, pour la première fois depuis un certain temps, un higher low, mais surtout valider un higher high. Donc changer de dynamique. Donc on passerait d'une dynamique baissière, on fait que des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, à une dynamique où on fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Donc je trouve ça assez intéressant, notamment vu la localisation de Ether face à BTC sur le ratio. On va pas se mentir, ça manque énormément de peps sur Ethereum. Mais sincèrement, je pense que sur Ether, il y a probablement quelque chose à jouer. Parce que
même si Ethereum continue de sous-performer légèrement BTC et que BTC ne bouge pas trop, voire monte, en fait, on peut se dire que le bottom est in sur Ethereum. En tout cas, pour moi, si on clôture au-dessus de ce niveau-là et qu'on a un BTC qui est en forme, on peut se dire que, en fait, si on se fait invalider ici, donc si on va nous chasser après, c'est probablement que BTC n'aura pas tenu toutes ses promesses et aura corrigé. Scénario que, actuellement, je ne privilégie pas. Donc, si j'ai un biais assez fort sur BTC et que je suis bull, en fait, je peux peut-être me dire que le lot est in sur ETH, ce qui ferait que, en fait, je peux peut-être me positionner à la confirmation de ce W weekly et donc de ce changement de structure en anticipation même des $2 800 qui, pour moi, s'ils étaient cassés, on pourrait voir une accélération assez forte. Donc, en fait, la question que je me pose, et donc ça, c'est... Je vais peut-être me faire insulter dans le chat, hein. Mais c'est un peu le scénario que, tu sais, j'avais à $1,200 sur BTC, sur Ethereum, j'avais rentré un trade de zinzin. De mémoire, c'était ici, j'avais mis mon SL là et je targetais tout en haut. On m'avait donné raison. Mais la question que je me demande, c'est est-ce qu'on peut pas, en tout cas, moi je suis déjà en position sur Ether, mais j'aimerais renforcer, mais est-ce qu'on peut pas imaginer quelque chose dans le sens où bottom in sur Ethereum, BTC qui continue à prendre de la force, peut-être un moment ou un autre, Ether contre BTC qui se réveille et du coup surperforme et rattrape une partie de son retard parce que quoi qu'on en dise, BTC est sur le point de faire un ATH. ETH est à diviser par 2 par rapport à son ATH, plus ou moins. Mais en tout cas, pour moi, c'est des scénarios qui, pour moi, peuvent se jouer. En tout cas, j'y réfléchis très fortement. Et qui offre un ratio risque-récompense qui est assez intéressant, puisque pour retester les $4,000, qui, si selon moi sont retestés, on les breakera, rien que là, on a déjà 3,67, et si on vise un ATH, on est à 6, et je pense pas qu'on s'arrêterait à un ATH. Donc, ça dépend de votre agressivité. Je pense que certains pourraient voir une entrée longue un peu plus familiale, bon père de famille, avec un risk-reward qui est inférieur et une invalidation beaucoup plus loin. Mais d'un point de vue purement technique, en tout cas, c'est la question que je me pose. Et d'un point de vue plus court terme, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait très bien avoir, on n'a pas chassé ce high, mais on pourrait très bien avoir une chasse de ce high, chasser tous les lots ici qu'on a build, et ensuite, donc, d'un point de vue clic, clôturer plutôt bien, chasser, ensuite mettre un peu tout le monde dans le mal, notamment les personnes qui étaient un peu plus à court terme, et ensuite reprendre et repartir de là. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est que une fois qu'on a chassé ce high, c'est la zone des 2600, 2700, en fait, tiennent en tant que support en weekly pour derrière s'appuyer dessus. Donc, techniquement, probablement une clôture weekly en mode higher high, donc clôture plus haute que en fait ce high ici. Peut-être un petit dip pour faire chier, qui serait directement racheté, en tout cas assez rapidement si BTC est toujours haussier, pour derrière repartir. En tout cas, personnellement, c'est un scénario auquel je réfléchis. On a certes un Ethereum qui est faible, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un réveil des institutionnels d'un point de vue ETF et je pense que ce sera trop tard pour réagir. Et surtout, graphiquement, on a, pour moi, une inversion dynamique, que ce soit en 3 jours, que ce soit en weekly. Donc, sur des time frames assez considérables qui feraient que, voilà, sachant qu'en mensuel, on a déjà eu une grosse chasse, etc., etc. Et que, en soi, ETH ne fait pas du tout partie de l'enthousiasme communautaire actuel. C'est-à-dire que moi, je vois pas parler nécessairement d'Ether de manière bullish. En tout cas, c'est pas une sorte de consensus. Il y a BTC seul devant. C'est ça. Alors que, à mon sens, même si tu mets une invalidation assez large, en fait, dans tous les cas, tu vas vouloir targeter un ATH. Enfin, ce serait très étonnant que ce cycle-là, ETH ne fasse pas de nouvel ATH. Et donc, ça t'offre un risk-reward qui est, en fait, très, très bon. Très, très bon, bien meilleur que, dans certains cas, que BTC, que Solana, etc. Donc, voilà une des raisons de pourquoi je regarde Ethereum d'assez près. Et donc, voilà un petit peu les raisons de tout ça. Je voulais peut-être reparler un petit peu d'un autre coin que vous devez sûrement connaître qui s'appelle Solana. Solana, il me plaît dans un sens auquel je m'attendais pas trop, parce qu'en fait, on regarde surtout le prix, donc le prix par jeton. Mais si on regarde en mensuel, qu'on dézoome, est-ce qu'on fait pas un truc comme BTC? C'est-à-dire que si on regarde BTC en mensuel, donc ouais, exactement. Ouais. Mais si on regarde BTC en mensuel, d'un point de vue prix, on est sur ça. Donc on reteste les précédents ATH, on utilise ce niveau-là comme support et on essaye de send à partir de ça. Est-ce que d'un point de vue market cap sur Solana, on n'est pas en train de faire la même chose? Et du coup, ce qui amène un petit peu mon raisonnement, je déforme peut-être un peu la réalité, puisqu'en fait on regarde le market cap et pas le prix du jeton, mais certes, je pense que si on est bullish sur le market cap, on est quand même bullish sur le prix du jeton. Ce qui me fait arriver un peu à la conclusion de, si on est bullish sur les setups graphiques de BTC, pourquoi on ne serait pas bullish sur le setup graphique de Solana? En tout cas sur le market cap et donc par proxy sur le prix du jeton. Donc voilà, moi je suis
assez bull Solana. Le seul truc que je surveille et qui peut me faire un peu peur, c'est le fait qu'on a pas mal de high à chasser ici. Donc à 164 plus ou moins, 163 ici. On accumule pas mal de high qu'on n'a pas chassé et ça c'est une belle poche de liquidité à aller chercher, notamment du point de vue produit dérivé. Donc si jamais on chasse et que derrière on a une sorte de rejet, là je pourrais me dire ok, peut-être qu'on s'est un peu emballé trop tôt. Par contre, si on chasse ces high et que derrière on arrive à trouver du support ici et que ça tient, pour moi ce serait l'ultime confirmation qu'on risque d'accélérer. Parce qu'en gros, à mon sens, si jamais on déborde cette zone et qu'on utilise cette zone en tant que support, je pense qu'on peut très rapidement accélérer et casser cette longue consolidation, ce qui irait d'une certaine manière de concert avec ce que je pense de BTC, quoi. Donc j'ai augmenté ma position sur les dérivés sur Solana de 50%. Sur BTC, je n'y ai pas touché. Donc sur Solana, mon entrée moyenne, elle doit être autour de 145-146. J'essaye dans l'objectif de tenir le trade et d'anticiper une cassure du range par le haut. Sur BTC, je suis rentré à peu près ici en moyenne en ayant renforcé ici et je n'y touche pas. Et en gros, je vise au moins un ATH. Et sur Ether, j'ai une position où je suis rentré en moyenne à 2480, 2490. Donc je vous avais parlé sur Twitter. De toute façon, toutes les positions dont je vous parle là, j'ai été transparent sur ça, à la fois sur Discord, à la fois dans mes vidéos et à la fois sur Twitter. Et sur Twitter, j'avais donné mes entrées et les coins sur lesquels je suis rentré. Et donc, sur Ether, je pense déplacer mon stop loss ici. Et si on clôture comme ça, probablement renforcer. Sachant que je trade ici, ce que je fais là, c'est du swing trading et je prends des setups en weekly. C'est-à-dire que même si on perd 1, 2, 3, 5% en daily, c'est pas ça qui va invalider mon scénario. Là, je vise quelque chose sur plusieurs semaines. Donc voilà un petit peu mes positions. J'ai aussi pris une position sur TIA et LPT. D'ailleurs, TIA qui a un funding qui est absolument effarant. Si on regarde TIA d'un peu plus près, voilà, on peut voir que on peut voir TIA qu'on est à moins 166% annualisé. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes long sur les dérivés, sur TIA, vous êtes payé 170% de votre position annualisée. Donc, on ne sait pas combien de temps, évidemment, le funding va rester assez tôt. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a une grosse pression vendeuse sur les dérivés par rapport au spot, que du coup, de ce fait-là, le prix des dérivés est inférieur au spot, et que du coup, de ce fait-là, les exchanges sanctionnent les shorters trop agressifs qui cherchent peut-être à se protéger en se couvrant, en shortant, avec ce funding qui est extrêmement négatif pour inciter les gens à prendre des longs ou à clôturer leurs shorts pour que le prix des dérivés se rapproche du prix spot. Et du coup, moi, j'ai pris cette position qui est disponible dans mon Discord. J'ai pris aussi une position sur LPT que j'ai trouvé assez intéressant, qui était d'ailleurs aussi un peu en funding négatif récemment. Mais LPT qui me parlait particulièrement. Pourquoi parce que, en fait, en weekly, pour moi, on a retesté parfaitement ce niveau ici, qui nous sert maintenant de support, qui était une résistance par le passé. Au passage, on a fait un bottom qui me semble assez cool, puisqu'on a chassé sous cette mèche et on s'est préservé au-dessus de ce niveau, donc on l'a bien protégé. Et donc, mon invalidation est en dessous et je target bien plus haut en visant une chasse de ces highs ici, peut-être un regain sur la narrative un peu d'épine, infra, etc. Puisque LivePeer, c'est du live stream vidéo, donc du flux vidéo en temps réel de manière décentralisée. Donc, c'est pas mon bet de l'année, hein, mais d'un point de vue setup graphique, je le trouvais assez sympa et assez horizontal pour pouvoir me placer dessus. Sinon, aussi, je me suis placé sur DYDX pour trader notamment le contrat dérivé de Trump Win. Donc, ce contrat représente les probabilités de victoire selon les gens de Trump face à Kamala Harris. C'est entre 0 et 1. Plus on est proche de 1, plus ça veut dire que les gens pensent que Trump va gagner. Donc probablement, c'est un peu comme Polymarket. Si c'est 0,80, ça veut dire que les gens sont à 80%. Si c'est à 0,60 comme maintenant, 60%, etc. Donc ça varie. Et je vous expliquais en tweet que, en fait, parfois, on avait des fundings qui étaient très positifs. Et ça a été le cas récemment. On a eu des pics à, si on annualise le funding, à 840%, à 400%, à 500%, etc. On a des petits moments où c'est négatif. Mais voilà, moi j'ai shorté sur DYDX et en plus de ça, je récolte du funding, donc c'est plutôt cool. En gros, j'ai des ordres de 0,60 à 0,72 et si on dépasse à peu près 0,77, je cut. Mais je pars du principe que les gens en crypto sont un peu trop bullish sur Trump, peut-être par rapport à la réalité à laquelle on peut assister avec des sondages, etc. Alors, on pourrait me dire que les sondages sont trafiqués. On pourrait très bien dire aussi que peut-être que les bets sur Polymarket sont trafiqués. Je crois qu'il y avait eu des sortes d'activités suspectes quelques wallets qui ont mis plus de 30 millions, je crois,
pour faire pump sur Polymarket, qui a derrière été utilisé comme une sorte d'argument marketing ou d'argument pour faire voter les gens pour Trump sur Twitter, notamment relayé par Trump, par Elon Musk, etc. Donc on verra, c'est pas des trucs sur lesquels j'ai des big size. Donc voilà. Sinon, pour parler un petit peu du reste, puisque je vous ai donné quand même un petit brief sur BTC, ETH, Solana et mes positions, si on regarde ce qui se passe d'un point de vue marché, on voit que les meme coins ont toujours le vent en poupe. Si on regarde sur les 7 derniers jours, qu'est-ce qui a bien performé alors là, je crois que j'inclus le top 300, donc je vais peut-être inclure juste le top 100, mais sur les 7 derniers jours, c'est pas mal de choses qui sont liées au meme coin. Donc on a le Dogecoin, on a le Mockcoin, on a le Floki, donc toujours pas mal de meme coin. D'ailleurs, on voit pas le SPX, il est sorti du top 100 peut-être. En tout cas, c'est les top performers des 7 derniers jours. Donc voilà, mais en tout cas, les meme coins ont pris une grosse partie de ce top 100, enfin une partie de plus en plus importante. Donc les meme coins perfent toujours bien. On a eu cette semaine une progression fulgurante du ApeCoin, notamment suite au lancement de la chaîne ApeChain. Donc la chaîne, donc c'est quoi? C'est un L2 Ethereum. C'est un Layer 3 d'Arbitrum. Ok. Autant pour moi. Alors, en gros, pour que tu comprennes, sur Arbitrum, tu parles de Layer 3 quand c'est construit par-dessus, alors que sur Optimism, on parle de Layer 2, mais c'est la même chose plus ou moins. Ok. Et du coup, explosion du prix. Tout simplement parce qu'on est passé de 70 centimes à 1,56$ actuellement. Et ce qui est incroyable, et je pense que vous l'aurez remarqué ici, c'est le funding ici et l'open interest. Donc sur l'open interest, la somme des positions ouvertes sur le marché, on était à 33 millions de jetons. 33 millions de jetons, on est passé à 154 millions. Donc en gros, le nombre de positions ouvertes a fait x5. Donc, et d'ailleurs, on a sucré énormément de volume. Si tu regardes sur mon écran, en haut à droite, on a 7,2 milliards de volume aujourd'hui. ETH, c'est 8. Donc, et Sol, c'est 4. Donc, on a fait 2 fois le volume de Solana aujourd'hui sur ApeCoin. Donc, c'est énormissime. Ça fait une sorte d'aspirateur à liquidité. C'est que du dérivé ou c'est tout? C'est quoi ce volume exactement? Là, c'est le produit dérivé. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que quand le jeton Ape commençait à dump, t'as des liquidités qui rentraient sur BTC et ETH, c'est Sol qui le faisait pump. Et quand Ape a recommencé à pump, genre en LTF, en 5, 10, 15 minutes, t'as les BTC, ETH, Sol qui dumpaient un peu. Donc, il y a une sorte de jeu de liquidité. Et vraiment, c'est gigantesque. Donc là, pour vous dire, actuellement, le funding est de 4, enfin, il était à 800%. Donc, ça veut dire que si vous étiez long sur le ApeCoin, vous étiez payé 800% de votre position actuelle de manière annualisée. Alors évidemment, le funding ne va pas rester comme ça une semaine. En tout cas, ça m'étonnerait énormément. Donc là, t'es encore payé à longue, là. Là, t'es payé 470% annualisé à longue. Et surtout, ce que ça montre, c'est que le funding est extrêmement négatif. Donc, en fait, il y a un vrai décalage de prix entre le spot et les dérivés. Et donc, que probablement, beaucoup de gens ont vendu agressivement ce pump, alors que du côté spot, juste ça a acheté. Donc, il y a des décalages qui se sont créés. Donc ça, c'était vraiment choquant. C'est pas un truc qu'on voit souvent, mais on l'avait vu un petit peu avec le TRB à l'époque, qui semblait assez manipulé. On l'a vu avec d'autres trucs. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Autre chose, on a vu DYDX se réveiller. Donc DYDX qui est dans les top volumes, on est à 873 millions. Et en gros, ma vision du truc, alors on est tout bas, on va pas se mentir, mais ce qui est assez intéressant, c'est que sur DYDX, en fait, on peut faire l'argument que, en fait, on avait un énorme niveau de support ici, qu'on a réutilisé en tant que support, qu'on a réutilisé en tant que résistance ici, et là, on essaye de repasser au-dessus. Donc, est-ce que ça, c'était pas une petite déviation, avec derrière une reprise avec un W weekly, donc structure de retournement en weekly, pour derrière peut-être réutiliser cette zone ici en tant que support, et partir à partir de là? Pourquoi pas? Je trouve ça intéressant parce que je me demande, personnellement, si il n'y a pas une sorte... Alors, je pense qu'il y a des annonces qui vont arriver, notamment du côté de DYDX Unlimited, etc. Donc, ça oui. Peut être une sorte d'anticipation pour ça. Mais je me demande s'il ne va pas y avoir une sorte d'anticipation autour du jeton d'Hyperliquid. Et donc, du fait qu'il y ait une sorte de popularité une vraie popularité sur Hyperliquid et sur le lancement du jeton, que peut-être que la capitalisation de Hyperliquid va être assez haute. Et du coup, pour essayer de rattraper ce gap, en tout cas pour essayer de se dire peut-être que Hyperliquid c'est très bien, mais peut-être que c'est peut-être trop price, que ses concurrents sont pas assez pricés. Peut-être qu'il y a un renouveau sur DYDX. En tout cas, je pense que Hyperliquid peut faire énormément de bien d'un point de vue capitalisation à DYDX si DYDX ne s'effondre pas et que Hyperliquid aide à renforcer cette narrative avec toujours plus de métriques intéressantes et de traction. Donc ça fait partie des choses que j'ai regardées. Et enfin, pour terminer, j'ai vu qu'il y avait pas mal de coins
associé à la DeFi qui pumpait. Je pense à Jupiter, je pense à PIF, je pense à Etherfi, je pense à Pendle. Ils ont fait partie des beaux performeurs cette semaine, y compris de la journée de mémoire. Voilà. Jupiter, même Arbitrum, tu vois, genre des Chainlink, des trucs un peu DeFi et tout. Donc, est-ce que c'est Ethereum qui va remettre un peu de lumière sur ces trucs-là? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, les alts pump de concert avec Ethereum. En tout cas, que les alts ont énormément de mal à pump si Ethereum n'est pas dans un contexte bullish. Est-ce que le fait que Ethereum soit dans un contexte, dans un setup un peu graphique, un peu plus bullish maintenant, n'aiderait pas les altcoins à performer par la suite? En tout cas, c'est quelque chose que je surveille et qui me semble assez intéressant. Pour finir, vraiment finir, je voulais vous parler un petit peu des coins que je surveille. Dans cette liste, très étonnamment, il y a Dimension qui consolide depuis juillet et qui est potentiellement en train de faire faire des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Donc, je me demande s'il n'y a pas une sorte de longue accumulation ici après un dump et un oubli pour derrière mieux rebondir. Peut-être que s'il y a une hype autour d'Ethereum et des roll-up Ethereum et que Dimension, il y a un moyen d'ancrer, peut-être que ça va prendre, à voir. Aptos, il a bien pump, mais je peux pas l'acheter ici. Ce que je regardais aussi, c'était Sei. J'aimerais bien jouer une sorte de scénario comme ça, où on dump, on défend ce W en weekly, qui nous montre une inversion de la dynamique, puisqu'on était dans une dynamique baissière, maintenant on est dans une dynamique haussière, donc défendre potentiellement Celo, ce W ici, et trouver un risk-reward assez intéressant en rentrant là, mettant un stop là, etc. Donc c'est quelque chose que je vise. Jupiter, pour moi, le fait qu'on ait pas raclé tout Celo, c'est chiant. Mais il y a des coins comme Ethereum, comme Solana qui ne chassent pas tout. Et je me demande si en weekly, on n'est pas justement en train de mettre fin à ce range ici et de se réveiller. Surtout que quand on regarde en logarithmique, en fait, il suffit que... Là, d'ailleurs, là, ici, on fait des higher lows. Et ici, on pourrait faire des clôtures de plus en plus hautes ici en weekly. Donc, on pourrait potentiellement changer la dynamique. Peut-être que certains diront qu'il faut attendre de casser les indices. Mais je me demande s'il n'y a pas peut-être un play à faire. Parce que si jamais on commence à déborder ici et que Solana run un peu comme je l'espère... on pourrait avoir une accélération sur le Jupiter. Donc, je regarde fort Jupiter. Stacks, qui est sur la narrative Bitcoin, qui, je pense, va avoir l'intérêt. Surtout que si on a un Babylone qui se lance et qui est très intéressant, voilà. Je vois qu'il y a des gens qui me disent Jupiter 10 milliards, mais en fait, si Solana fait plus 50%, plus 70% de capitalisation, pourquoi Jupiter ne suivrait pas, tu vois? Jupiter, c'est un banger. Hein. Si vous pensez à BTC 80K, 100K, je vois pas pourquoi vous penseriez pas à Solana 200, 300, 400 $, et donc à un Jupiter qui suit. Donc il faut un peu se projeter. Je sais que on est un peu ancré, je pense qu'on a été un peu, on a les PTSD, tu vois, d'un point de vue Valo et Token Unlock, mais en tout cas à surveiller. Et Inch, qui est un peu dans un setup similaire que par rapport à STX, donc je regarde, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trucs sur lesquels je peux actionner. Voilà, Solana, moi, ça fait partie des trucs. Genre, si jamais on chasse ces highs et que derrière ça, on réussisse ce niveau en tant que support, je pense qu'on peut vraiment accélérer Gigasen parce que la consolidation est assez longue et que BTC a le feu au cul en ce moment. Donc voilà un petit peu pour la partie technique, sincèrement. Bullish sur BTC, Solana, ETH. Toujours de la convection sur BTC. ETH, on est à l'aube de quelque chose de très intéressant. Pour moi, on est en train de changer de dynamique en weekly. Et Solana, qui est un peu plus compliqué parce que où est-ce qu'on met son invalidation? Son invalidation, potentiellement, on la met ici. Enfin, moi, en tout cas, c'est là où je l'ai mise parce que si je me dis qu'on retourne ici, c'est que BTC est en mauvaise posture et probablement qu'on irait retester ce niveau qu'on a retesté 10 000 fois. Donc, ça fait chier de la placer ici, mais pourquoi pas? Donc beaucoup de conviction sur BTC, sur ETH, de plus en plus aussi sur Sol. Des petites convictions à gauche, à droite, mais j'essaye de rentrer sur des trucs qui sont assez horizontaux et qui me donnent de bons setups plutôt que d'essayer de FOMO. Et voilà, je vois que ça me parle de Tao. Tao, il est très vertical. Tao, il est très vertical. Et moi, personnellement, j'aimerais bien que... Alors, c'est mon souhait, hein, je demande au Père Noël. Ça Solana en 2021. Mais... moi, j'aimerais bien qu'on ait un retracement un peu plus profond, un truc dans cette zone ici pour avoir un risk-reward intéressant. Parce que là, en fait, si j'achète là, je mets mon stop où? J'ai pas envie de le mettre là, j'ai pas envie de le mettre là, j'ai pas envie de le mettre là. Peut-être davantage ici ou à la limite ici pour protéger ces lots et faire un higher low. Mais pour moi, c'est impossible d'acheter du Tao ici d'un point de vue purement trading et graphique. Après, si vous avez une mentalité investisseur, c'est autre chose, etc. Mais j'achète pas les trucs qui sont verticaux, j'achète les trucs qui défendent des structures, surtout en high time frame. Ou des trucs excuse-moi, je te coupe. Ils ont ajouté le VM sur BitTensor là il y a 2 jours. J'ai vu ça, j'ai vu. En vrai, c'est assez intéressant, mais je me demande si c'était pas une sorte de buy the news, tu vois. Enfin, buy the rumor, sell the news. C'est possible. On verra, mais dans tout cas, c'est positif fondamentalement. C'est juste d'un point de vue prix, moi, je peux pas acheter ça, mais si jamais on a un body dip et tout, avec plaisir. Mais pour l'instant, voilà. Et après, juste pour faire une overview, sinon S&P up only.
toujours de nouveaux ATH, le gold aussi qui s'est envolé. C'est assez impressionnant. On a un dollar aussi qui a bien rebondi. Puis on a eu aussi une baisse des taux encore du côté de la Banque Centrale Européenne. Mais voilà, je pense qu'on a fait un beau tour. J'espère que vous avez apprécié et surtout que vous avez appris des choses dans cette petite vidéo. Et dans tous les cas, je vous ferai une vidéo demain sur YouTube au format, pas live, mais en format vraiment dédié pour compléter ça et peut-être faire quelque chose de plus condensé. Mais voilà, dites-moi si jamais vous avez bien aimé, si vous avez apprécié. Puis je pense qu'on peut prendre le relais sur la partie news et fonda. T'as bien synthétisé ta pensée, parce que moins fatigué, je pense, vu que d'habitude... J'ai pris des notes, j'essaie de bien organiser qu'est-ce que je voulais dire, à quel moment, pour que ça fasse sens. Et voilà. Et Capet, s'il y a moyen de terminer le live avant 21h, tu me régales parce qu'elle avait faim tout à l'heure. Ouais, mais moi aussi, parce que j'ai un collègue qui va passer dans pas longtemps. Et bah écoute, je mets mon écran, tu me confirmes que tout le monde le voit bien? Ouais, tout le monde voit ton écran, c'est bon. On a là les trucs à voir, les gars, donc on va enchaîner et plein de trucs. Et vous avez, comme d'habitude, si vous nous écoutez sur YouTube, vous avez dans la description tous les points, tous les liens utiles. Si c'est pas encore fait, vous vous abonnez, vous likez et vous commentez surtout. Il faut savoir que le fait de vous abonner, c'est ce qui nous pousse le plus. Parce que YouTube, dès qu'il voit qu'on prend des abonnements, il s'excite comme un ouf et il pousse dans l'algo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on va commencer. Et ça fait extrêmement plaisir aussi, juste pour remercier toutes les personnes qui sont sur le live. Je crois qu'on est un peu plus de 600 sur Twitch. On a plusieurs centaines de personnes aussi sur YouTube. On a aussi des gens sur X, donc je sais pas à quel point les chiffres de X... Enfin, globalement, notre logiciel qui inclut tout, il nous dit il y a 3000 personnes, mais jamais de la vie. Mais je pense que c'est très possible qu'on soit autour de 800 ou voire 1000 personnes. 900, donc, merci pour ça, les potes. Merci pour votre confiance. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous donner du contenu qui, je l'espère, est intéressant. Voilà, et si vous ne nous suivez pas sur Twitch pour voir les lives le dimanche, à chaque fois dans les rediffusions de Masterclass, je vous laisse les liens de nos chaînes YouTube respectives aussi et Twitch. Donc vous pouvez nous suivre tout le temps, voilà, vous pouvez nous accrocher dans la chambre, en parler à vos parents, faites le nécessaire. Tu peux montrer peut-être la chaîne YouTube vite fait, parce qu'on a sorti des nouvelles vidéos et on a un truc qui arrive aussi lundi. Donc pour ceux qui sont sur Twitter, qui me suivent, vous l'aurez vu. Mais du coup, je vais interviewer des Bitcoin Maxi lundi. Et du coup, j'ai pensé qu'avoir Capet avec moi pourrait être vraiment bien pour tous les challenges sur la partie technique, sur la partie philosophique, etc. Donc, normalement, on devrait avoir une discussion à 3-4 personnes en format un peu interview, discussion autour du Bitcoin maximalisme avec les gars de How to Bitcoin. Donc, peut-être que vous les connaissez sur YouTube. Vous tapez How, H-O-W, to, T-O, Bitcoin. Et vous avez tout simplement leur contenu, donc on va les interviewer et on va bien les challenger. Et je pense que ça va être une discussion qui est assez intéressante. En tout cas, j'ai hâte de l'avoir, personnellement. Ouais, ça va être rigolo. Depuis le temps qu'on devait en parler, je suis content. En plus, on a un biais politique et économique qui est assez bon, mais niveau crypto, on n'a pas le même biais. C'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on a des points qui nous relient et on a des points qui nous divisent. Mais toujours dans le respect, bien sûr. On leur demandera leurs zones préférées. C'est parti, du coup, on enchaîne, let's go. Alors, on commence par le Coin Hebdo. Comme on vous a dit, il y a ApeCoin, donc Ape, l'écosystème autour des NFT, Bored Ape, Yacht Club, Mutant, KNL, et qui ont racheté aussi les CryptoPunks, hein. N'oubliez pas, enfin, le droit, l'IP, qui ont lancé leur propre chaîne qui s'appelle la Ape Chain, qui a un layer 3 d'Arbitrum. Alors, en fait, comme je vous disais plus tôt dans l'émission, quand on vous dit layer 3, c'est pas censé vous inquiéter, c'est juste que en fonction de comment fonctionnent les écosystèmes, c'est soit des layer 2, soit des layer 3. Et en gros, c'est basé sur Arbitrum. Et je vous invite à aller sur le site d'ApeChain, parce que quand vous allez sur le site d'ApeChain, qui là comme ça, comment dire, me parle pas trop, si ce n'est que quand tu scrolles un petit peu, bon, t'as des infos, t'as des partenaires. Non, mais t'as toutes les apps surtout. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, t'as All Apps, déjà, si tu veux regarder. Ça, c'est fantastique, il y en a beaucoup, hein. C'est le blueprint, moi, qui m'intéresse, d'un point de vue fonda. Parce que il y a tout un côté fonda qui est mis en avant, en te disant, voilà, nous, on a choisi de bosser avec Arbitrum, hein, c'est vraiment bien expliqué. Donc, excusez-moi, on exploite Arbitrum Stylus, on a parlé dans plein d'émissions, c'est le fait d'aller au-delà de l'EVM et proposer d'autres langages aussi, comme le C, le Rust, le C++, et avoir des performances qui sont supérieures à celle de Solidity, du coup. Donc, on a la compatibilité EVM et on a le reste. Donc, on peut faire venir plein de développeurs. On a Time Boost, qui serait apparemment la possibilité d'avoir des priority fees, si tu veux faire passer tes transactions en priorité. Et ces transactions en priorité, les jetons seraient burn aussi. Donc, on parle de déflation sur le ApeCoin. Après, il y a un autre truc qui est par rapport à la sécurité que je maîtrise moins, mais en gros, c'est l'idée, c'est de très rapidement devenir un roll-up de stage 2 sur L2Bit. Et aussi, il y a une espèce d'histoire de cluster chain. Donc ça, c'est pareil, j'ai moins bien cerné. Ça ressemble pas
à la Superchain ou à Polygon Layer, mais je sais pas. C'est là où Arbitrum, j'arrive moins à les sentir par rapport à Optimism. Mais en tout cas, ils ont choisi Arbitrum, alors qu'initialement, ils devaient être sur l'OPStack. Truc intéressant, j'avais vu un tweet passer du coup sur ma timeline qui a piqué ma curiosité, tu vois. En gros, il disait bah la Unichain c'est cool, grosse surprise, boum, voilà, on lance notre chain, etc. On lance un L2 Ethereum, ouais. L3, mais est-ce que la gouvernance, ah pardon, Unichain. ouais, sur une chain, est-ce que la gouvernance a voté pour ça, tu vois? Est-ce que la gouvernance ApeCoin a voté aussi pour ça? C'est la question que je me pose parce que l'annonce d'Uni, ça fait 13 annonces produits startup, on lance ça tout d'un coup, mais est-ce que c'est passé par la gouvernance? ApeCoin probablement. En tout cas, sur Uniswap, je crois pas que ça soit le cas. Du coup, ça pose un peu la question de à quel point la gouvernance est vraiment utile. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais pour donner un contre-argument, la vraie question, c'est est-ce qu'on a grillé des sous d'une trésorerie, et donc là, à ce moment-là, c'est chaud, ou alors est-ce que c'est des gars qui ont dépensé leur argent, et à ce moment-là, ils n'ont pas forcément besoin de passer par la gouvernance. C'est comme si je te disais, vas-y, je construis sur Uniswap ou ce que tu veux, et à chaque fois que je veux construire un truc, ça passe par la gouvernance. Bah non, pas forcément, tu vois. Si c'est mon propre pognon, mon Mais propre temps. là c'est un élément central. C'est même pas une initiative individuelle, une chain du coup. Je suis d'accord. Du coup, en tout cas, c'est ce qui était soulevé. Bref, la matière pour vous faire réfléchir sur les gouvernances. Mais je t'ai coupé sur ApeChain, c'était assez intéressant. Non, il y a aucun problème. Bah effectivement, belle réflexion parce que je pense pas qu'ils en aient parlé. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette ApeChain, c'est que c'est le Ape qui sert de gas token et non pas l'Ether. Voilà. Donc déjà, ça rajoute une utilité au Ape. Donc à chaque fois que vous allez faire des bêtises dessus, ça va se passer avec du Ape. Parce que c'est un L3 du coup. Du coup, t'as pas besoin d'ETH en gas token. C'est ça, les layer 3 d'Arbitrum, on appelle ça des orbit. C'est sur l'orbit chain, tu peux mettre le gas token que tu veux. Donc du coup, ils ont choisi de mettre le Ape. Et d'ailleurs, tu peux voir cette personne qui s'est fait visiblement siphonner, qui a payé son gaz en Ape. Transaction fee en Ape. Donc good to know. On a également, alors juste, voilà, je vous insiste à rien du tout, même au contraire, faites gaffe, c'est juste qu'on est sur le marché des cryptos et je sais que des fois on se mouille pas. Donc là, je vous en parle parce que c'est quand même rigolo d'en parler sur la période des meme coins, mais c'est un grand casino. On a Ape Express qui est l'équivalent de Pump Fun sur la Ape Chain, où n'importe qui peut très rapidement lancer son shitcoin, son même coin à la con. Vous voyez, et ça défile dans tous les sens. Tout le monde lance ses coins à la con, tout le monde investit dedans. Il y a tout le tooling pour le faire. Donc il y a une vraie folie. Il y a une vraie folie sur les mimes. Il y a, en fait, sur ApeChain, ils ont lancé un truc qui s'appelle Top Trader. Je crois que c'est un truc qui avait été pas mal mentionné dans la vidéo annonce, justement. C'est un concours de trading, ouais. Et c'est un concours de trading. Donc, en fait, sur Top Trader AppChain, le truc qui était tout en haut dans les réseaux d'ailleurs, en fait, tu peux faire du trading. Je sais pas s'il y a de l'argent réel. Je crois que c'est une simulation, donc je crois qu'il n'y a pas d'argent. Je crois que tu mets 10 apes pour participer, donc tu mets genre 15 balles et après tu peux y aller. Et donc les meilleurs prennent la cagnotte, et même si tu perds et que tu te fais liquider, en fait il n'y a pas tant d'argent que ça en jeu de toi de ton côté, tu marques quand même des points et tu participes à quelque chose. En tout cas, c'est ce qui était discuté. Donc voilà, je sais pas si ça aura de l'attraction, mais il faut savoir que ça existe. Et par rapport au Pump.fun ApeChain, ça m'étonne zéro parce que j'ai l'impression que tout le monde essaie de répliquer Pump.fun sur toutes les chaînes en espérant avoir le même succès. Je doute personnellement que ça aura le même succès parce qu'en fait on n'a jamais réussi à vraiment reproduire Pump.fun sur d'autres chaînes, mais en tout cas ça montre qu'il y a de l'intérêt, qu'il y a de la demande, et voilà, faut juste voir. C'est la Ape Chain, tu vois, donc ça colle vraiment au truc, quoi. C'est ça. Faites les abrutis. J'ai vu un semblant aussi, alors un semblant de regain d'intérêt sur les NFT, ouais. Sur les NFT, faut le dire vite, mais ouais. Faut le dire très vite. Bon, ça veut pas charger, on va même pas perdre son temps là-dessus, mais vous avez capté. Ça bouge sur l'Ape. Est-ce que ça va être l'histoire de 48 heures? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le token, il a bien pumpé. C'est vraiment violent. Ensuite, on enchaîne. Cette fois, c'est WorldCoin, qui d'ailleurs a été rebrand en World, qui lance aussi son Layer 2, cette fois sur l'Opistack. Pour les intéressés, vous tapez Opistack écosystème sur Google et vous pouvez voir tous les jetons, enfin toutes les chaînes de l'écosystème. Donc on a celui de Coinbase, on peut voir Mode, Fractal, et j'avais vu World, et d'ailleurs il y est plus, d'accord. À la demande de World, visiblement il n'y est plus, mais ah si, pardon, il est là. Voilà, donc vous pouvez voir les principaux roll-ups de l'écosystème Opistack. Ce qui est intéressant, c'est que cette fameuse Opistack, il y a une interopérabilité sympa qui arrive. Je sais plus où je l'ai noté. J'aimerais retrouver ce tweet très rapidement parce que ça vaut le coup.
Bon, c'est pas grave, je le retrouverai tout à l'heure, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus, mais en gros, tu as Base qui va essayer de faire en sorte que l'OP-Stack soit encore plus interopérable avec plein d'autres rollups. Donc ça, c'est vraiment cool. Il manque celui de Dbank aussi. Ouais. Dbank qui sont ceux ok. qui ont créé Rabi aussi. Donc ouais. Oui, tout à fait. Donc du coup, bah, Optimism et l'OP-Stack, ça continue de grossir, hein, WorldCoin qui en fait partie. Donc pour le rappel, WorldCoin, c'est quoi? C'est proposer un système anti-Sybil. D'ailleurs, Coin Academy, WorldCoin, n'hésitez pas à le lire. Un système anti-Sybil, c'est-à-dire un système où on est capable de dire une personnalité sur Internet, une identité sur Internet égale une personne, avec un système anti-robot en fait, via votre scan d'iris. C'est un truc qui va de plus en plus dans le sens de la décentralisation. Et c'est hyper important, parce que s'ils arrivent vraiment à avoir un système anti-Sybil, qu'ils ont leur propre blockchain, et que potentiellement n'importe quelle application décentralisée peut taper là-dedans et consommer le WorldCoin peut-être en gas token pour utiliser ça, bah alors là, c'est une boucherie. Parce que le système anti-Sybil, ça veut dire que tous les airdrops, tous les gens qui veulent des systèmes anti-triche, anti-bot, etc., vont consommer cette technologie en attendant qu'il y en a d'autres qui soient capables de le faire. Et là, ils se font un monopole de malade. Tu voulais parler, excuse-moi Léo. Ouais, en fait, j'ai regardé par curiosité le nombre de personnes qui sont sur YouTube, qui nous regardent. Et on est quasiment autant que sur Twitch. Donc voilà, merci pour les nouveaux qui arrivent sur YouTube. Ou les gens qui passent aussi sur YouTube, mais assez choqués. Donc là, on est vraiment beaucoup. On est vraiment beaucoup, et merci ça les fait potes. plaisir. Vous avez juste à vous abonner du coup et dire à vos potes de faire de même. Et regarde, on est sur 23 milliards de FDV. Hein. Mais honnêtement, je fais mon petit bandeur, j'en ai pas un. Mais s'ils ont réglé la problématique du Sybil qui va dans le sens de la décentralisation, ça peut vraiment prendre une capitalisation de malade mental, cette affaire. Ensuite, PumpFun prévoit de lancer un token. Alors, j'ai pas de date à ce sujet-là, mais ils ont aussi lancé un outil qui s'appelle Pump Advance avec un terminal avec plus de fonctionnalités. Et apparemment, si vous utilisez cet outil, vous avez des frais de l'ordre de 0% le premier mois d'activité. Et apparemment, les premiers utilisateurs seront récompensés lors du lancement du token. Et là, je pense que c'est les premiers utilisateurs de PumpFun, ceux qui étaient là au tout début, puisque la plateforme est là. J'ai la source du coup. En fait, en gros, ils ont mentionné ça au cours d'un. Enfin, il y a des cofondateurs ou plusieurs qui l'ont mentionné pendant un Space X, donc un Space sur Twitter, et en gros, mentionné qu'ils voulaient, que beaucoup de fonds, voire la totalité des fonds qu'ils ont gagnés actuellement est en train d'être réinvesti pour build vraiment quelque chose d'immense, quelque chose qui serait même plus gros que Binance. Une bourse, ouais. Et bon, on verra, hein, parce que bonne chance pour faire plus gros que Binance. Hein. et l'argent ne fait pas tout, mais c'est vrai que, en fait, ils ont généré des centaines de millions de dollars de frais depuis le début. Ils ont eu un vrai succès, ce qui leur donne les moyens de faire des trucs plus big, quoi. Donc, je suis curieux de ce qu'ils vont faire, très sincèrement. Et mais voilà, en tout cas, je trouve ça très très intéressant. Bah en fait, on en revient. On va pas vous recasser la tête toutes les semaines par rapport à ça, mais on est sur un game où t'as Bitcoin, t'as le marché des altcoins, et maintenant t'as le marché des meme coins. Et si la fameuse théorie de culte, de tout ce que tu veux, est vraie, c'est-à-dire qu'on tokeniserait des memes, on tokeniserait la culture d'Internet d'une certaine façon, et c'est un nouveau marché qui s'ouvre. Et si c'est du vrai et que c'est pas une mode passagère, ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement violent. C'est ce qu'on a fait d'une certaine façon avec les NFT, sauf que ça a été une sorte d'échec parce que moins inclusif, moins liquide, etc. Peut-être que cette fois, ça peut donner quelque chose de différent, mais j'insiste encore une fois sur le peut-être avec de gros guillemets. Maintenant, on va parler de Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, qui nous a sorti des bêtes d'articles, hein, mais qui sont assez techniques. Donc, quand vous allez sur son profil Twitter, vous pouvez voir ses petits posts. Il est beaucoup plus actif sur Farcaster, d'ailleurs, si vous voulez vraiment le suivre plus que Twitter. Et il a sorti la partie 3, je l'ai pas vu la partie 3. Bref, vous pouvez vous lire ça si vous aimez la technique. Donc, je vais vous résumer un petit peu tout ce qu'il dit, parce qu'en fait, il reprend les différents éléments de la roadmap d'Ethereum, sauf qu'il dit où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on aimerait, quelles sont les problématiques, et surtout quels sont les travaux de recherche en cours pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vois, il fait un petit résumé. Donc, single slot finality, nous on aimerait bien une finalité en un slot de 12 secondes, contrairement à 13 à 15 minutes actuellement. Ensuite, on aimerait améliorer la vie des solo stakers, donc potentiellement passer de 32 Ethers à 1 Ether pour le staking à terme. Mieux résister contre les attaques 51%, même si, tu dis que c'est compliqué, on n'a jamais vu. À cause du liquid staking et tous ces trucs-là. C'est ça. Mais tu vois, il explique les key goals, donc c'est bien résumé. Et ensuite, il explique au cas par cas l'état de fait. Et à chaque fois, vous avez les papiers de recherche. Donc vous pouvez lire toutes les sources si vraiment vous êtes passionné spécifiquement sur un sujet. Donc ça, c'est très 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 stylé. Et donc,
qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bah, du coup, toujours cette single slot finality, hein, ça date pas d'hier, mais on aimerait pouvoir passer sur une finalité beaucoup plus courte de 12 secondes, voire même 8 secondes si on baisse le block time. Un Ether au lieu de 32 à terme sur le staking, idéalement, mais pas que. On a également des petites optimisations. Donc là, ça va vraiment vous intéresser, je pense que je vais vous Et juste expliquer. le single slot finality, c'est-à-dire qu'en gros, en un bloc, tu as la finalité de la transaction. Et donc, techniquement, tu me dis si je me trompe, ça voudrait dire que quand, par exemple, on dépose des Ethers sur des exchanges, on n'aurait plus besoin d'attendre genre 32 confirmations Ouais, je ou pense qu'on 12 ou attendrait 64, 2 à 3 etc. slots. On Ok. attendrait 24 secondes. C'est-à-dire que l'exchange dirait pas au bout d'un slot c'est bon. Peut-être il attendrait 2 ou 3 slots. Mais ce serait beaucoup plus rapide. Ce serait Mais bah, ce instantané. serait en 30 Ouais. secondes, 24 secondes, 30 secondes, c'est plié exactement. Au lieu de 15 minutes. Ça changerait beaucoup de choses, tout à fait. Ensuite, donc, moi, je vous parle souvent de l'activité on-chain d'Ethereum, où je vous expliquais que justement, Ether, on se dit, mais pourquoi c'est bloqué à 275 transactions par seconde en prenant Ether d'un côté et tous les roll-up de l'autre? C'est qu'en fait, les Ziki roll-up, donc Starknet, ZK Sync, n'ont pas d'activité. L'activité, actuellement, elle est sur les optimistic roll-up. Et du coup, les optimistic roll-up, quand ils postent de la donnée, ils postent toute la donnée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus assez de place pour poster plus de données pour ces roll-ups. C'est pour ça qu'on est limité à ces fameux 300 transactions par seconde. On pourrait aller peut-être à 500 ou 600, mais guère plus dans l'état actuel d'Ethereum. Sur les ZK roll-ups, c'est différent parce que il y a des histoires de state diff. Bref, on pourrait faire en sorte de poster beaucoup moins de données et donc on pourrait avoir beaucoup plus de TPS si l'activité elle était plutôt sur les ZK roll-up. Du coup, par rapport à ça, il y a déjà une question de est-ce qu'on pourrait pas compresser les données des transactions ERC20 sur les roll-ups. Comme ça, les données qu'on vient poster sur Ether, elles sont moins lourdes, donc on peut en poster plus. Et grâce à ça, déjà, on pourrait multiplier peut-être par 2, par 5, voire par 10 les TPS, sans augmenter la data availability côté Ethereum. Tu me suis? Mais au-delà de ça, il y a aussi des optimisations qui vont être faites du côté d'Ethereum, là aussi pour augmenter la data Je parle du availability. L1 du coup. Exactement. Les Parce TPS du qu'il L1. faut... Ouais. C'est ça, c'est que... Non, pas les TPS du L1. Ah non? C'est que si on veut plus de TPS sur les L2, Ah ok. sur les optimistic roll-up, on va être obligé de scale plus le L1. Si ils veulent poster sur Ether, je le rappelle, s'ils disent bon bah moi je poste une grosse partie de mes données pas sur Ether mais sur Celestia et Gundy ou je ne sais qui d'autre, bah à ce moment-là, il y a plus cette problématique, tu vois. C'est vraiment si on veut poster sur le L1 Ethereum. Donc, voilà, il y a cette logique de compresser les transactions, cette logique d'augmenter la data availability, cette logique aussi d'améliorer l'interopérabilité cross layer 2, c'est un vrai sujet en ce moment. Et tout ça, ça va arriver progressivement en 2025. Donc, je pense vraiment que 2025 va être énorme en termes d'innovation sur Ethereum et je suis très, très, très sérieux. À court terme, on n'aura pas 5000 transactions par seconde. On en aura peut-être entre 1 millier et 5000, je dirais. Mais c'est déjà pas mal. C'est quoi C'est quand court même terme? beaucoup C'est un mieux de trimestre? 300. 2 trimestres? 2 trimestres. Ok. Ouais, 2-3 6 trimestres. mois. Ouais. Ouais, 6 mois, je pense. Donc, très très cool. Voilà, je vous laisserai lire tout ça. Il faudra que je regarde la partie 3. Ensuite, on a la famille de Donald Trump qui apparemment veut manger le caviar. On vous en parlait la semaine dernière. On a le projet World Liberty Finance qui est un projet DeFi de banque crypto qui a été lancé par le fils de Trump et qui a été supporté par Trump, poussé même sur le Twitter officiel de Trump, qui avait lancé une grosse levée de fonds. On parlait d'un objectif de plusieurs centaines de millions de dollars levés, je crois. 300 millions. C'est un énorme bid. C'est un énorme bid qu'on va constater ensemble tout de suite. Vous allez sur le site, vous dites je veux voir le token, vous dites je vis en dehors des US, et là vous pouvez voir combien de tokens ils ont vendu, en sachant que le token il est à 0,015 l'unité. En gros, millions, ils ont non levé Enfin, là non, c'était actuellement 12, 13, 14. 13, 14, 14. Ouais, 13,5, 14 millions sur les 300 millions de levée. Ouais. Énorme bid. Et du coup, ils ont aussi un peu truqué le truc en mode pour que ça fasse moins, ça a l'air moins d'un bid. Ils ont réduit le nombre de jetons qui sont en vente via la public sale, apparemment. Ils sont en train de tricher un peu sur les chiffres. J'ai vu ça sur Twitter. Comme quoi, les chiffres du nombre de tokens en vente a évolué. Bah, belle opération, du coup. Gros bid. Et apparemment, 75% des revenus du projet C'est avec qui doit dans être les poches déçu. de la famille Trump. Ouais, c'est vrai que c'est avec qui doit être déçu, puisqu'ils sont censés profiter de ce buzz. Après, bon, bah, pour eux, c'est bonus, mais ouais, c'est le bordel. Et dans l'équipe, on a quand même 4 personnes de la famille Trump. Mais en fait, en gros, le gros débat, c'était que, en fait, la famille Trump n'ait rien à voir avec le projet, ne doivent rien au projet, mais
dans le white paper, c'est dit qu'ils prennent 75% des revenus. Donc pour des gens qui n'ont rien à voir avec le projet, qui ne doivent rien au projet, prendre 75% des revenus, en fait, les mecs n'ont rien compris à la crypto, quoi. Enfin, c'est tellement qui irait scammy, mettre son frérot. argent là-bas? Enfin, pour moi, quand je vois ça, ça ne fait qu'accentuer ma conviction que Donald Trump est le plus gros scammer, le plus connu, le plus genre relayé médiatiquement et accepté politiquement qu'on ait jamais vu sur Terre. Je peux pas te contredire, c'est un président c'est un ex-président des États-Unis en campagne aujourd'hui qui scamme globalement ses investisseurs, quoi. Enfin, et là, enfin, c'est moi je suis choqué. Je ne comprends même pas comment ça puisse être accepté. C'est-à-dire que Logan Paul à côté, c'est un enfant de cœur, quoi. Enfin, SBF, c'est SBF. On touchera pas à SBF sur ça, mais je suis abasourdi. Mais moi, je suis choqué. Tu vois, mais ça, c'est un truc. Prendre les gens pour des cons. C'est très américain, quoi. Tu vois, si je peux me permettre, c'est très très américain en mode, je suis quelqu'un. Vous êtes mes vaches à lait, tu vois. C'est un truc que j'aurais tendance à moins voir dans le CT Europe. Et je voulais le souligner. Et du coup, ça renouvelle la pensée que qui sont les personnes, les célébrités en dehors du monde des cryptos qui sont venues en crypto pour faire quelque chose de bien. On cherche toujours. Pas le grand monde. Hein. Bah, Jack Dorsey, le co-CEO de Twitter. Il y a quelqu'un qui me dit Léo découvre la politique. Non, mais là, c'est pas de la politique, ça n'a rien à voir avec de la politique. Là, c'est des levées de fonds avec des conditions pour les investisseurs qui sont exécrables. Ouais. C'est du vol, en fait. On en est au niveau du vol, je pense, presque. Pas loin. On met un peu de conditionnel parce qu'on veut pas se prendre des avocats au cul, mais l'esprit y est. C'est que notre opinion, évidemment. Ensuite, on enchaîne. La Banque Centrale Européenne baisse encore ses taux, petit à petit. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que l'inflation, elle est de moins en moins violente. On commence à reprendre un petit peu la main sur l'économie. Et progressivement, les nouvelles deviennent meilleures. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais potentiellement, l'économie va pouvoir s'accélérer au fur et à mesure que les taux vont baisser, puisque l'argent magique sera de plus en plus facile d'accès. Acheter du BTC. Ça baisse. Voilà. Quand je vois ça, je me dis que l'imprimante, elle va repartir, l'inflation, elle reviendra, et que juste, je vois pas l'intérêt de posséder des shitcoins comme... Attends, je suis en live. Hein. Excusez-moi. Non, mais acheter du BTC, exactement. Les nouvelles sont plutôt bonnes et en général, quand la masse monétaire augmente salement parce que l'argent magique est beaucoup plus facile d'accès, eh bien, ça montre que le Bitcoin peut monter puisque Bitcoin est un petit peu le miroir de l'économie réelle, c'est-à-dire de la monnaie qui se dévalue, donc un Bitcoin qui est rare, qui est fixe, qui se valorise face à la monnaie qui se dévalue, tout simplement. On en parlera d'ailleurs, je pense, avec nos amis Bitcoin Maxi to Bitcoin demain. Ensuite, on a Grayscale qui dépose une demande d'ETF réunissant Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, Avalanche. Donc, ils avaient déjà un produit qui fait ça, mais l'idée, ce serait de le transférer en ETF pour que le produit soit beaucoup plus accessible des investisseurs ce qu'ils ont mis dedans, c'est après, voilà, t'as le poids qui est différent. 0,6% dans Avalanche, XRP. Bon, déjà, ça veut dire qu'en termes d'inflow, ça change rien pour Solana, rien pour XRP, rien pour Avalanche. Mais du coup, la question que je me pose, c'est comment tu pourras argumenter sur le fait que, en fait, ce trust deviendrait un ETF quand t'as des trucs dedans qui n'ont pas d'ETF ou qui sont considérés comme des securities. Enfin, je vois pas ce trust devenir un ETF à court moyen terme. Ouais. J'ai pas compris l'opération, mais pourquoi pas. Après, ça pousse aussi le régulateur de devoir se justifier, donc je pense que c'est aussi ça l'idée. Hein. Il y a peut-être une idée politique derrière. Et puis faire parler de soi, hein. Parce qu'au final, je pense qu'un dépôt, ça leur coûte pas grand-chose, alors que la presse, elle relaie, et ça, c'est plutôt pas mal. On a Radiant Capital qui subit un nouveau hack. Alors, c'est un protocole de prêt décentralisé, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'apparemment, il y a eu une attaque très, 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 très deep. Je vous avoue que là, je vais pas faire genre, j'ai tout compris, je vais vous expliquer. Je suis dépassé. Moi, je peux t'expliquer ce que j'ai compris. Allons-y. Enfin, de ce que j'ai compris, il va forcément y avoir. Mais en gros, pour expliquer, de ce que j'ai vu, d'après un tweet, je sais plus si c'est les gars de Angle ou de Morpho, mais en gros, ils expliquaient qu'ils ont fait des checks de routine sur l'ownership de leur wallet, de smart contracts, etc. Qu'ils ont suivi tous les process, qui sont passés par plusieurs trucs pour triple check. Et que, au travers de ces vérifs, ils ont absolument rien vu. Mais qu'en gros, il y a une sorte de malware qui a infecté leur machine, notamment au cours du process, et qui a réussi à bypass toutes ces vérifs, de ce que j'ai lu. Bon, en tout cas, en gros, je sais plus si c'était le gars d'Angle ou de Morpho, excusez-moi, mais en gros, ce qu'il expliquait, c'était que c'était si vicieux que ça peut arriver à tout le monde.
Voilà, il y a quelqu'un qui est dans le chat qui dit les PC de la team se sont fait hack, je crois, avec du social engineering. Donc, c'est un point où, en gros, il disait que globalement, c'est une attaque tellement avancée que ça pourrait arriver à n'importe qui. Bah, c'est ça. Mais en fait, ce qu'il y a de ouf, c'est que c'est la deuxième fois que ça leur arrive, apparemment. Donc, c'est presque à se demander, les gars, il y a quelqu'un qui connaît des devs ou qui vend dans les bureaux, je sais pas, et qui leur mettent des cochonneries, quoi. C'est horrible, sérieux. Ce niveau d'infection, tu vois. Ouais. En tout cas, la base, c'est que c'est un portefeuille multisignature. Je crois qu'il y avait 11 signatures nécessaires. Et sur les 11, il y en a 3 qui ont été piratés, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment très 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 violent. Et je pense que tu dois mal dormir quand t'es dev et que ça t'arrive 2 fois. Dans les news, il n'y a pas la flat tax. Je pense que c'est important d'en parler peut-être. Oui, alors je compte parler de cette histoire de flat tax, bien sûr. C'est juste qu'il s'est passé plein d'épisodes et que même si on suit ça toute la journée, j'avoue que des fois je capte pas tout. Donc on vous fait le point épisode par épisode. Flat tax. Au pire, fais une recherche sur le site. Hein. On fait une recherche sur le site en haut Ouais, à droite, je pense. ouais. Je pensais l'avoir direct, mais non, excusez-moi. En gros, les copains, la commission vote, mais pas acte, l'augmentation de la flat tax à 33% en France avec effet rétroactif. Alors déjà, Et il y avait une histoire. 37% pour les personnes qui gagnent plus de 250 000 euros par an, je crois, Ouais, en termes de revenus. c'est ça. Célibataire. Alors, déjà, c'est le bourbier, mais apparemment, déjà, la flat tax crypto n'était pas concernée du départ. C'était une flat tax pour d'autres trucs. On serait passé de 30 à 33. Bon. Source Orwell. Sachez que pour le moment, ça a été annulé vendredi, je crois, et que ça revient sur le tapis à partir de lundi, mais pas pour une histoire de 33%, mais pour l'histoire des 37. Mais pour le moment, faut pas s'inquiéter. Voilà. Il y a aussi une histoire, visiblement, et ça je sais pas si c'est annulé aussi, comme quoi si vous êtes français à l'étranger, ils reprennent un peu les idées américaines, vous avez la nationalité française, vous partez à l'étranger et vous partez dans un pays qui est pas coopératif, je crois, qui fait pas partie des conventions françaises, donc il y a pas beaucoup de pays qui font ça, avec des impôts beaucoup beaucoup plus bas. Si vous avez un différentiel de plus de 50% sur vos impôts, vous allez devoir payer la différence à la France. Donc, si vous êtes resté 3 années en France sur les 10 dernières années. Mais le truc, c'est que ça n'a pas été encore. Ça a été adopté Non, je crois pas. Pareil. C'est un peu flou, en fait, à ce niveau-là. Mais en gros, ce qu'on doit comprendre, en fait, de ce qu'on a vu, c'est que, en fait, les conventions sont plus hautes que cette loi, enfin, cette modification potentiellement. C'est-à-dire qu'en soi, il y a des conventions avec plein de pays. Et en fait, cette modification ne passerait pas au-dessus des conventions. Donc, s'il y a déjà des conventions de non-double taxation, je sais pas, avec Malte, Dubaï, enfin, je sais pas à quel pays on a des conventions en France, je crois à peu près tout le monde, sauf certains pays qui sont moins développés ou un peu plus exotiques. Mais globalement, les conventions passent au-dessus de ce genre de choses. Donc, en fait, concrètement, ça changerait rien. C'est ça. C'est un vrai bourbier. Je suis désolé d'être imprécis sur ce sujet-là. Je voulais qu'on vous en parle effectivement, mais j'ai du mal à suivre. Donc, si vous suivez de votre côté et que vous trouvez des gens qui l'expliquent mieux qu'on l'explique nous, bah, n'hésitez pas à nous mentionner sur Twitter et on essaiera d'aiguiser. Mais ça a été refusé aussi apparemment. Du sujet. Ouais. Ok. Je crois qu'on a tweeté hier dessus justement. C'est l'amendement qui n'est pas passé. Ouais. C'est ça. Alors d'ailleurs, quel tweet, si je peux me permettre? Quel tweet? Laissez-nous un petit peu flex. Profitez des statistiques. 290 000 vues, plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour un petit tweet à 9h du soir. Donc, affaire à suivre. Et oui, ce qui peut être intéressant aussi de noter pour ceux qui ont une pensée politique, ça me fait plaisir, c'est que c'est plutôt la gauche qui voulait nous taxer plus, alors que c'est le centre et la droite qui s'y sont opposés. Mais j'ai regardé les auditions et en fait c'est un peu un non-sens dans certains cas parce que imaginons ton boulot il te dit bah tu quittes, tu dois travailler dans ce pays-là, t'as pas le choix, t'es muté. Genre ça veut dire que tu te fais enculer et genre t'as même pas le choix. Enfin ça veut dire que techniquement tu paies ta diff. Ah bah après avant tu payais beaucoup et bah là tu vas payer beaucoup. C'est ça, et puis tu peux aller dans un pays sans avoir forcément une volonté de voilà. Donc c'est pour ça après qu'il y avait les trucs de si il y a 50% d'impôts en moins là-bas blablabla, mais en tout cas actuellement il y a rien qui est passé. Donc voilà. Je crois qu'aux States, ceux qui ont voté contre. Aux States, si tu quittes le pays pour un pays où tu payes plus d'impôts, et ben je crois que l'Amérique, elle te donne la différence pour que tu payes le taux max auto américain. Ah ouais, ça va dans les deux sens. Je crois, ouais. France, je pense pas que ça irait dans les deux sens. Mais je pense que, enfin, actuellement, c'est pas passé, hein, mais sincèrement, je pense que s'il y avait un truc comme ça qui passerait, je pense que le nombre de personnes qui laisseraient leur passeport serait absolument affolant, quoi. Ouais. Parce que les gens qui seraient vraiment concernés ou qui seraient
ultra impactés par ce genre de mesures. Ils ont largement assez d'argent pour avoir d'autres passeports ou lâcher leur passeport français, ou peut-être que c'est déjà le cas, tu vois. Ah, alors Donc, attends. Pour l'écho, j'ai plus de son dans le casque. C'est très 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 après, il y a souvent dérangeant. des accords entre les pays, c'est ce qu'on explique avec les conventions. Donc, ça ferait pas forcément sens d'avoir des trucs comme ça quand il y a déjà des conventions en place. Léo, tu t'entends pas en écho? Non. Ok, bon, je vais t'écouter avec le son de l'écran jusqu'à la fin parce que je me suis fait prendre de court par le casque. Bon, c'est pas grave. Vous nous dites, J'enchaîne. hein, mais non, il n'y a pas d'écho. Faut juste nous dire dans le chat, mais moi, j'en ai pas. Parfait. Du coup, j'enchaîne. Du coup, on a pour la première fois un AI agent qui est devenu millionnaire. L'histoire est assez folle. Je vais mal l'expliquer. Il y en a qui vont probablement faire une vidéo dédiée sur le sujet, mais pour faire très très court, t'as A16Z, enfin non, pardon, Mark Andreessen, qui ont lancé un AI agent qui lui ont donné 50 000 balles. Et cet AI agent, au début, il tweetait des conneries. Donc l'AI agent en question s'appelle Truth Terminal. Il tweetait plein de conneries. Et il y Ah, avait c'est un vraiment espèce l'agent de qui culte tweet? religieux qui s'est fait, tu vois, les tweets, ils cartonnent à chaque fois. Et à un moment donné, tu vois, il parlait de manière obsessive de Gods of Gnosis, qui est, je crois, un truc des débuts d'Internet. Peu de temps après, t'as un jeton GOAT. Mais qu'est-ce qu'il tweet? Il tweet des trucs de zinzin. Il dit prépare ton anus et tout. Genre, Ouais, je sais, il y a des trucs de cul, des trucs bizarres. Mais à l'image d'Internet. voilà. Et donc, à un moment donné, tu vois, il parle de ce fameux GOAT Maximus, là, de manière obsessive, et t'as un jeton GOAT qui sort. Et du coup, il achète, et il L'agent commence à achète, en ouais. parler, en bien, et du coup, les gens, dans le délire, se mettent à hype ce jeton pour suivre l'IA. Le jeton explose, et l'IA, du coup, avec ses 50 000 $ de départ, se retrouve Attends, mais t'as vu le aujourd'hui. volume aujourd'hui? Attends, reviens sur Dextrinor. 127 millions de volume spot aujourd'hui. C'est pas du dérivé, les gars, c'est du spot. Je sais pas si vous vous rendez compte, en volume spot on-chain, je sais même pas si Solana fait autant par jour. Sur les Là, c'est paires sur Sol, Solana, il doit y avoir plus, évidemment. Je pense qu'avec le marché, mais c'est 122 millions, 127 millions, c'est gigantesque. Vous imaginez pas la dinguerie que c'est en soi, parce que produits dérivés, on est habitué, mais les gens ont du levier. Là, il n'y a pas de levier. Et du coup, ben, regarde, les bagues de notre ami AI Agent. On a un demi-million de Godseus Maximus, et là, il y a une espèce de hype qui se fait sur le Fartcoin, où il avait pas grand-chose, mais pareil, le Fartcoin est en train d'exploser. Alors, je suis pas allé voir la chart, mais c'est vraiment ultra violent. On peut aller voir la chart ou pas? Ouais. C'est voilà. Donc du coup, on se retrouve maintenant à suivre des intelligences artificielles qui achètent des meme coins pour hype avec elles. C'est ça un petit peu l'état du marché. Est-ce que la crypto n'a pas créé ce à quoi on va assister en TradFi et d'autres choses à l'avenir? Parce que même tous les algos trading, etc., genre ça run avec de l'IA. Là, c'est juste qu'on lui a donné une liberté, on lui a dit fais ce que tu veux, et c'est pas du tout TradFi, c'est crypto, mais c'est impressionnant de voir ça, quoi. Bah, c'est le marché qu'on aime, ça fait des belles histoires à raconter. C'est quand même des grosses conneries, hein. Franchement, je vous invite surtout pas à toucher à ça. Voilà, faites attention, et si vous jouez à ça, Allez, faites-le pour avec pas que des l'émission mini-sommes, dure quoi. 1000 ans, j'enchaîne. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fameux standard d'interop, on a apparemment des gens de chez Base qui bossent dessus avec le RIP 7755, qui permettrait une interop avec plein d'autres layers, dont Solana, tu vois, visiblement. Solana, Polygon POS, etc., pour faciliter, déjà via la superchain, l'interopérabilité entre les roll-ups de l'OpenStack, mais même aller beaucoup plus loin. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, quelles les difficultés vont s'ajouter, mais je pense que c'est la bonne chose à faire pour que, d'un point de vue utilisateur, ça ressemble à un seul écosystème, comme sur Solana par exemple. Comme sur le Cosmos SDK, hein, d'une certaine manière, où en gros tu fais des swaps entre les chaînes avec l'IBC et tu captes pas forcément tout ce qui se passe, ou du moins tu n'as pas forcément besoin de le savoir. Je sais pas si c'est comparable, mais bon, d'un point de vue expérience. Dans l'idée, en expérience, ouais. Même si, tu vois, il faut toujours bridger. Donc, tu vois, faut toujours autoriser le bridge pour passer d'une chaîne à une autre. C'est quand même chiant, hein, sur Cosmos. C'est pas le pire, mais c'est pas le mieux non plus, hein. Ensuite, je reprends un vieux tweet de ZachXBT qui nous avait montré une bonne partie des wallets de Murad. Il faut savoir que Murad a confirmé ses différents wallets. Donc Murad qui est en ce moment un petit peu la personne la plus mise en avant autour des meme coins. Donc vous pouvez voir ses holdings avec principalement le SPX 18 millions de 6900, SPX, puis le Giga, puis le Ricardio. Et il faut savoir que ces wallets, aux dernières nouvelles, n'ont rien vendu depuis un bon moment déjà. 2 mois. Le 31 août. Moi, j'aime bien faire un petit comparatif. Je sais pas si vous avez vu sur Netflix Dumb Money. Je vous invite vraiment à le voir. Dumb Money, c'est le film sur Rory Kitty, tu sais, le gars qui a
a fait le short squeeze de GameStop. Ouais. Donc, je vais pas vous spoil, mais en gros, les gars, si vous voulez, t'avais l'action de GameStop qui se pétait la gueule. Lui, il a acheté le bottom et puis il a commencé à faire des vidéos ultra régulières sur YouTube en mode GameStop, j'achète et il faut acheter, il faut hold, il faut pas vendre, etc. Parce que si on achète tous et que personne vend, il y a pas de pression vendeuse et le prix va monter. Et tu vois, il a nourri le truc comme ça. C'est exactement ce que fait Murad. Exactement la même chose. Et je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passera le jour où ils vendront. Hein. Ben c'est ça. Ben en fait, Je c'est pense la que ça va fin. aller à C'est la zéro. En fin fait, il est des baisé. chaises Hein. musicales. Il est vraiment baisé. En C'est la fait, fin en des gros, chaises c'est musicales. l'argent qu'il a là. C'est de l'argent qui n'existe pas. C'est-à-dire que le moment, la seconde même où il y a une transaction qui est une vente, je sais pas, du SPX là, c'est finito en fait. Ces 10 millions, ils deviennent probablement 2-3 millions instantanément, je Il a dit que pense. pour lui, fin du bull run, c'est fin 2025. Donc déjà, il l'a timé, plus ou moins. Mais du coup, c'est hyper dangereux de s'exposer à des coins sur lesquels il est, puisque si jamais il fait une seule transaction, ne serait-ce à la vente, en gros, t'es rug, quoi. Enfin, t'es rug de par la réaction des bots et des gens et de tout ça, quoi. Bah là, en tout cas, il pousse ses jetons à fond et il vous dit, voilà, les riches sont devenus en achetant et en holdant. Donc on revient vraiment sur l'époque 2017, hodl, hodl, hodl. Il relance le hodl à la mode. Et si ça marche, ça va repousser les gens à arrêter de faire des quick flips et à plus hodl, et peut-être potentiellement ça va recréer de la force acheteuse. Mais ça, c'est... Mais le jour où lui vend, il va y avoir un cataclysme. C'est vraiment effrayant. C'est un peu comme si... Bon, j'extrapole, hein. J'abuse. Mais est-ce que c'est pas comme si Satoshi un jour faisait une transaction? Bah si. Mais tu vois, ça a bien marché sur GameStop parce que Rory Kitty, il a pas vendu, tu vois. Il n'a pas fait la pute. Il a pas fait la pute. Et exactement, en gros. Donc, regardez Dumb Money. Hein, regardez, je l'ai mal écrit, Rory Kitty. Regardez Dumb Money sur Netflix ou peu importe la plateforme. C'est une folie. Déjà, c'est hyper drôle. Vous allez passer un bon moment. Vous pouvez même le regarder avec votre copain, votre copine, peu importe. C'est super. Il nous fait la même chose. J'abuse de ouf, mais je suis curieux de voir la gueule des charts s'il fait une transaction de vente sur ne serait-ce qu'un seul de ces meme coins. Bonne chance à toi, mon ref. Ensuite, on va parler un petit peu de l'écosystème des Layer 2, Layer 3. Renaissance des tokens de gouvernance. Alors, j'ai fait un petit tweet. En gros, on voit beaucoup de jetons de gouvernance qui, à leur tour, sortent leur propre blockchain pour avoir la main mise et donner plus d'utilité à leurs jetons. L'Unichain avec Uniswap, Synthetix qui l'a fait, Prax qui l'a fait, Worldcoin qui l'a fait, Ape qui l'a fait. Tu m'as parlé des banques aussi. On n'a pas encore vu AAV, je pense pas, hein, pour AAV, mais bon. Ni Maker, ni ENS. AV, il disait pas de Solana, on fait un avec Solana, etc. À cause de Zeller, ça a un peu changé d'avis sur pas mal de trucs. Moi, je pense que AV, ça peut, je sais pas, je suis pas assez renseigné, mais ça m'étonnerait pas en tout cas. Hein, quand tu vois des trucs comme Uniswap en avoir. Je sais pas non plus, mais surtout avec le système de Superchain, c'est super intéressant pour AV. CoinGecko. Parce qu'en gros, il pourrait faire du cross-chain en ayant une liquidité qui est unifiée. Oui. Mais c'est un intérêt qui est gigantesque pour eux. Bah oui. C'est pour ça, tu vois, il y a peut-être pas tous les jetons de gouvernance, mais il y en a pas mal qui sont listés là. Il y a peut-être des plays à jouer. Hein. Regarde, Sushi n'a pas sa propre chaîne. Balancer, pas que je sache. Tu vois. Non, mais le truc, c'est que est-ce que le fait qu'ils aient leur chain, ça va vraiment faire pump sur Uniswap? Ça n'a pas eu d'effet. Enfin, ça a eu un effet très court terme qui est. D'ailleurs, on a retracé, tu vois. Ouais, on l'a retracé. Ouais. Donc, un peu dubitatif sur ça. Mais après, pour moi, Uniswap, d'un point de vue grave, valo et tout, ça me paraît pas déconnant, hein, franchement. Moi non plus. C'est pour ça, affaire à suivre. Surtout que, comme je le disais en début d'émission, d'un point de vue réglementation, c'est carré. Ça leur permet potentiellement d'avoir moins d'emmerdes aussi, je pense. Ouais. Donc du coup, voilà, on a ces écosystèmes de Layer 2 qui ont chacun leur propre écosystème. Donc l'OpenStack qui a différents Layer 2, comme Base, etc. Le plus de TVL, ouais. Arbitrum qui a son écosystème Orbit, où tu vois, ils mettent bien en avant ApeChain. Hein. Les autres, j'avoue que je connais pas trop. Ouais, il y a peut-être Alephium qui va lancer un... Ah, il y a un message dans le chat. AV va lancer un layer cross-chain pour unifier la liquidité avec la V4. Ok, j'étais pas au courant. Bien vu. AV va réaliser un layer cross-chain. Ouais, ok. Mais c'est pas vraiment une chain, c'est plutôt un... C'est comme une Polygon Ag layer, c'est une zone de liquidité, quoi. Ok. En tout cas, l'écosystème Arbitrum me fait pas plus bander que ça, j'avoue. Et après, du côté de zk-Sync, on a les Elastic Chain. Avant, ça s'appelait les Hyperchain, mais j'ai l'impression qu'ils ont rebrand pour pas que ça ressemble trop à Superchain d'Optimism. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu vois, ils mettent pas mal de logos. Hyper liquide. Et quand tu scrolles dans l'annonce, déjà, tu as un comparatif. Forcément, ils utilisent du zk, donc ça leur permet pas mal de choses que ne permettent pas les autres écosystèmes, d'une part. Et on voit aussi les partenaires, tu vois. On a Chronos, Lens, GRVT, Index, Space and Time, pas mal de petits partenaires.
à gauche, à droite. Mais c'est quand même moins sexy que l'OpenStack, je dirais. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah oui, ton interview Caspa, bien sûr. J'ai bien aimé sa comparaison de Powerlaw, mais je vais pas le spoiler. Mais encore une fois, n'hésitez pas à regarder là. Je me demande si c'est pas un peu tiré par les cheveux, honnêtement. Bah moi, non. Je trouve ça pas mal parce que Parce que tu c'est vois, le genre de Ethereum a truc, perdu c'est le genre de chart arc-en-ciel qui marche et puis quand ça marche plus, on la déplace, quoi. Ouais, Tu vois ce que après, je veux dire? C'est un peu ça bien qui me fait sûr. peur, quoi. En tout cas, très sympa. Bon, Flat Tax, on Merci, en mon a ref. parlé. J'ai fait une vidéo. Ça, je vous le mets en description sur YouTube et je vous le mets dans le chat. J'ai fait une vidéo où j'explique le fonctionnement de l'architecture de DYDX quand c'est passé en mode décentralisé. J'ai pris le temps de regarder la doc, de poser des questions directement aux gens de la fondation. Et je vous explique, du coup, comment fonctionne l'architecture avec un modèle hybride qui est on-chain et off-chain. Et pourquoi c'est un modèle hybride? Pourquoi ils font pas tout on-chain? Spoiler, pour avoir des niveaux de latence beaucoup plus bas, des niveaux de latence qui ressemblent beaucoup à des systèmes centralisés, tout en profitant quand même des avantages de la décentralisation avec leur lot de validateurs. Tout ça est expliqué dans la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. C'est le fait dans le cadre d'une collaboration avec DYDX. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Au niveau de l'IA, alors rien à voir avec les cryptos. Je me suis bouffé cette vidéo, je sais pas si tu l'as vu. Il y a eu une conférence Non, Adobe ah où oui, ça j'ai vu. Ça j'ai vu. C'est énormissime. Adobe, ils ont montré voilà les outils IA qui sont en train de développer et tout. J'ai pris une tarte dans la gueule et je suis en mode. Mais franchement, les boîtes qui se sont spécialisées IA, donc en première ligne Nvidia, c'est Quelque violent. chose, hein. Nvidia, c'est la ruée vers l'or pour le moment. Tout le monde dit ouais, c'est une bulle et tout. Oui, mais ça va monter combien de temps cette affaire? Parce que là, il y a les RTX 5000 qui arrivent en janvier, février, mars. Il y a les 5090 qui arrivent. Ça va être la gifle encore. Il y a quelqu'un qui dit DYDX sera vraiment décentralisé quand ils arrêteront de bloquer des IP de certains pays comme USA, Canada, etc. Mais en soi, techniquement, c'est une interface. Donc en gros, toi, tu peux pas. C'est comme Tornado Cash. En soi, tu peux toujours l'utiliser. Juste les interfaces, elles sont censurées par les gouvernements. Et tu parles de DYDX, mais sur Hyperliquid, pareil, ils interdisent les Américains d'utiliser Hyperliquid. Ils les interdisent de toucher l'airdrop. Et ça, tu l'as à peu près pour tout en fait, parce que juste en fait, les fondations n'ont pas envie de se mettre en tort ou d'être attaquables et parce que ça peut mettre le projet en danger, tu vois. Enfin, même si tu veux en tout cas, si tu veux une décentralisation totale, tu dois passer par un terminal, je sais pas, les API, par la blockchain directement, sans passer par le front-end qui est officiel. C'est ça, tu peux. Un peu comme Uniswap, où tu payes des frais si tu passes par leur front-end. Tu vois, genre, tu peux Du coup, je bypass. voulais vous parler de Off the Grid pour enchaîner un petit peu. Donc, le jeu Web3 qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'ils ont sponsorisé pas mal de créateurs français, américains et tout. On était à 150 000 viewers, je crois, au pic. Il y a encore pas si longtemps, 13 800 viewers. Grosse prestation. Bon, bah là, actuellement, ils sont à 856 viewers. Donc, c'est pas pour leur tomber dessus, leur cracher dessus ou quoi, mais dès qu'il n'y a plus de sponsors, c'est le retour à la réalité. Donc, faites gaffe. Voilà. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que niveau performance, ils ont fait des petites optis. Et si vous avez un PC qui est pas ouf, on est déjà à 10 à 20% de FPS supplémentaires sans avoir à modifier les fichiers de config. Il y a la possibilité de modifier les fichiers de config pour gratter encore 50 à 60% de performance en plus. Je pensais faire une vidéo à ce sujet-là. Oui, alors ça t'en parle un peu dans ton interview, mais en gros, pour parler rapidement de Caspa, on est sur 287 nœuds actuellement. Est-ce que c'est Public. suffisamment décentralisé? Je laisse ouvrir la discussion, mais Public on va de ce surtout qu'ils parler disent. de Solana. Solana qui a aujourd'hui, écoutez bien, une blockchain qui pèse plus de 300 Tera. C'est-à-dire que si vous voulez avoir tout l'historique de la blockchain par vous-même sur Solana, ça vous coûterait plus de 30 000 $ par mois de stockage chez Amazon AWS. C'est du jamais vu dans l'écosystème. Il faut savoir que Bitcoin, c'est 650 gigas, donc 0,65 Tera, d'accord, à peu près 500 fois moins que Solana. Ethereum, c'est 2 Tera et quelques. Donc du coup, il y a cette problématique de la décentralisation qui se pose. T'as pas du Si tout le même jamais, nombre de transactions aussi. c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des partis pris. En gros, plus une blockchain, elle va scale, plus il va y avoir de transactions constantes, plus l'état, l'historique va grossir. Et donc, se pose la question, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est-à-dire que tu peux dire, bah moi, je m'en remets à quelqu'un pour cet historique, et de toute façon, je peux prouver grâce à ce quelqu'un que c'est bon. Et c'est vrai. Donc, pour certains, ce sera suffisant. Pour d'autres, non. Et généralement, ceux pour qui c'est pas suffisant, c'est les Bitcoin Maxi et Mais les Ethereum. t'as pas du ZK pour le faire? Tu vois, genre en mode avec des preuves cryptographiques que, bah, en fait, l'historique est bon et intact. T'as juste à lui demander et t'as pas besoin d'avoir tout, ce qui ferait que, Ça bah, va en soi, arriver. t'as une décentralisation qui est quand même, enfin, elle est pas parfaite dans le sens où tout le monde ne peut pas tout stocker. Mais si t'as une preuve cryptographique, ça suffit largement, non? Ah, mais ça va arriver, t'inquiète. C'est pour ça.
c'est pas non plus alerte rouge, mais pour des gens un peu conservateurs, type Bitcoin, Ethereum, Il Maxi, faut le c'est dire. pas suffisant. Voilà, et d'ailleurs sur cette problématique de stockage, visiblement, il y a des gens qui sont sur le coup. Hein. Du côté de Solana, tu as une initiative, alors Xandeum, à la base, ça devait être un layer 1 alternatif. Au final, ils ont choisi d'être ce qu'on appelle une network extension de Solana, c'est-à-dire que ce serait un layer 2 de Solana, où tu aurais certains validateurs de Solana qui feraient aussi tourner le client logiciel de Xandeum et donc qui récupéreraient des récompenses de la part de Xandeum et qui gérerait une partie stockage dédiée, donc vraiment stockage en mode Tera, péta de données, etc. Et l'idée, ce serait, si ça est bien en place, de proposer des smart contracts sur Solana qui permettent d'appeler Xandeum. Donc ça, c'est encore en working progress. Ils étaient là, ils avaient un stand à Solana Breakpoint, c'est pour ça que je vous en parlais parce que c'est pas très connu. Et du côté de Sui, c'est une initiative de Sui directement, d'avoir ce qu'ils appellent un storage layer qui profite de la sécurité des validateurs de Sui. Voilà. Donc là, je maîtrise pas trop non plus, mais en tout cas, c'est pas comme si on balayait d'une main la problématique du stockage. Il y a des choses qui sont faites en ce moment. Et je pense qu'on est pas mal au niveau de tout ce que j'ai noté. Honnêtement, si je voulais terminer là-dessus, on a Fuel Network qui est un layer 2 qui vient de sortir. Donc la V2 de Fuel Network. Fuel Network qui nous annonce des belles performances, jusqu'à 21 000 transactions par seconde par cœur. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Comme pour le moment, on manque de data availability sur Ethereum, en réalité, s'il n'y avait pas de roll-up, qu'il n'y avait que Fuel, Fuel pourrait taper du 600 transactions par seconde. Dans les faits, il en tapera quelques dizaines grand max parce qu'il faut partager avec Base et compagnie. Mais on sait qu'il est capable de taper des dizaines de milliers de transactions par seconde parce qu'il a été optimisé pour ça. Et on a fait un article sur Coin Academy sur Fuel à l'époque pour ceux que ça intéresse. Voilà, que je vous laisserai regarder. En Je tout cas, pense qu'on est pas mal. merci à tous. On est plus de 1000 sur le live entre YouTube, Twitch, etc. et X. Donc c'est tout simplement énorme. J'ai l'impression que le fait de streamer sur d'autres plateformes, ça a aussi permis à d'autres gens de découvrir ces lives, ou en tout cas d'avoir plus envie de les regarder, je sais pas. Mais franchement, merci énormément pour la force, ça fait plaisir. On essaie d'offrir les meilleurs lives possibles. Et écoute, je te propose de clôturer sur ça. Dans tous les cas, tout sera disponible sur YouTube. Tout à fait, Demain, comme d'habitude. sur la chaîne Coin Academy, en exclusivité. Le lundi, comme à chaque fois. Et j'insiste vraiment, si c'est pas fait, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter. Ça nous pousse dans l'algo et c'est le meilleur moyen de soutenir le média. Ça vous coûte rien et nous, ça nous rapporte beaucoup. Merci à tous. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez le contenu. Et merci Léo d'être toujours présent pour cette émission. Merci mon ref. Passez une bonne journée, bonne soirée. Merci les gars.